Et on est bon. Salut à tous, bienvenue sur ce live. On est de retour pour venir discuter de l'actualité football du jour. On va attendre que quelques personnes arrivent, hein. On vient à peine de démarrer. Donc on va vous attendre tranquillement, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. On est de retour pour discuter de l'actualité football, comme je vous le disais. On va parler de tous les matchs de hier soir et de cette nuit, et des matchs évidemment d'aujourd'hui. Vous le voyez à mon écran pour ceux qui sont sur Twitch. On va discuter de la victoire du Portugal contre l'Ouzbékistan. Encore un match exceptionnel dans cette Coupe du Monde, hein. Victoire 5-0 du Portugal. Évidemment, on plaisante, mais il y a quand même des enseignements à dire. On a pas mal parlé, hein, cri-cri. Ronaldo ne marque plus, eh bien, il est bien de retour, doublé hier soir dans ce match pour cri-cri. Il a même failli inscrire son hat-trick. Donc évidemment, on en discutera aujourd'hui. Vous voyez, hein, on rend hommage, on a mis le petit maillot cri-cri Ronaldo quand il est revenu du côté de Manchester United. Donc voilà, on va parler, hein, évidemment du match du Portugal contre l'Ouzbékistan. Donc victoire 5-0. Cristiano Ronaldo, un doublé qui rassure. On ira ensuite sur le match de leur poule qui avait lieu à 4h du matin avec la Colombie contre la République démocratique du Congo. La Colombie s'est imposée, hein, pareil, 1-0. Ils auraient pu en mettre plus, hein, les Colombiens, contre cette équipe du Congo. Mais voilà, ça reste une victoire sur le plus petit des scores. Donc on ira, hein. Cédric Bakambu a encore un espoir d'une qualification en 16e de finale pour la Coupe du Monde après la défaite de la RD Congo face à la Colombie. On le sait, hein. De toute façon, il suffit d'une victoire, hein. Après, ça se joue peut-être au goal à virage. Même un match nul, ça peut y aller. On va le voir avec la République tchèque. Donc cette Coupe du Monde, hein, est pleine de surprises. Salut aux Parisiens qui est présent. La Suisse, il faut que Mbolo marque. Eh ben écoute, on en parlera juste après. Salut à Anto aussi qui est présent une nouvelle fois sur le live. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, hein, on est de retour pour discuter football évidemment, donc on disait on va parler de Colombie RD Congo. L'Angleterre qui a fait match nul contre le Ghana 0-0, là aussi hein, nos Anglais, hein, on s'était enflammé directement. L'Angleterre a battu 4 de la Croatie, mais sont-ils favoris pour cette Coupe du Monde? Voilà, on va essayer de calmer les ardeurs de tout le monde évidemment. Donc voilà, on va voir si l'Angleterre aussi est dépendante de Harry Kane, leur capitaine, leur buteur maison. Donc voilà, on en discutera, on verra les déclarations de Jude Bellingham juste après le match. On verra aussi la déclaration de Eberechi Eze, qui invite son équipe à ignorer ceux qui ne jouent pas. Merci Eberechi. Et la déclaration de Marvin Senaya après le match contre l'Angleterre, le Ghanéen. Le Ghana a joué comme le Congo contre le Portugal. Je suis content pour le Portugal et CR7. Euh, Évidemment, on parlera, hein, de ces deux matchs. On débutera avec le Portugal et Cricri, Cristiano Ronaldo. Mais le Ghana, oui, a joué contre le Congo, contre le Portugal. Est-ce que tu peux peut-être étayer ce que tu souhaites nous dire? Comme ça, on va essayer d'en discuter, évidemment. Mais oui, en gros, c'était un peu un un attaque défense, hein, clairement. Merci à Gina Kabuya Misé pour le follow. Bienvenue dans la communauté Atrix, ça fait extrêmement plaisir. Euh, En tout cas, on va continuer sur ce live. Donc on va parler de la victoire de la Croatie 1-0 contre le Panama. Donc les Croates, hein, qui sont en bonne position pour se qualifier en 16e de finale. On va aussi discuter des matchs de cette nuit. Alors cette nuit, il faut rester accroché, même s'il y a 2-3 matchs. On va avoir le Bosnie-Herzégovine-Qatar à 21h ce soir. On verra aussi le Suisse-Canada. Alors là, match un peu plus intéressant. Déjà, cette nuit, à partir de minuit, on aura Écosse-Brésil. Écosse-Brésil, on va en discuter. Vous savez pourquoi? Parce que le Ney est possiblement de retour avec le Brésil ce soir. Et possiblement de retour ce soir avec la Seleção. Carlo Ancelotti lui-même l'a annoncé, confirme le retour de Neymar et l'attaquant sera convoqué contre l'Écosse. Donc pas de Neymar en survêt, casquette à l'envers, il sera bien au moins sur le banc des remplaçants. On espère même titulaire évidemment. Le Ney, hein, le seul magicien qui peut redonner du kiff à cette équipe du Brésil.
J'avais annoncé que CR7 allait débloquer et marquer. Effectivement, c'est vrai que c'était annoncé. Tant mieux pour le Portugal, hein, tant mieux pour les fans de foot aussi. Hein. CR7, on s'est un peu trop moqué du vieux père. On savait qu'il était capable de marquer à tout moment. Hier, il a fait un très gros match. Hein. On va revenir sur le match de Cristiano Ronaldo. Mais on parlera aussi du Maroc contre Haïti. Ça a lieu cette nuit, évidemment. Hein. Là, on est dans les matchs de la 3e journée de cette compétition. Donc pressing intense, changement de pointe et nouvelle assise défensive avec Mohamed Ouabi. Le Maroc a bien changé depuis la Coupe du Monde de 2022 à la fin de l'ère Regragui. Hein. Donc on en discutera aussi. Oh, hyper t'inquiète et Artugala a joué au foot. Wow. T'attends quoi de Ney? J'attends qu'il me fasse kiffer, Ney. J'attends qu'il sauve le Brésil. C'est le sauveur, hein. La cape au Riverde sur le dos du Ney. Honnêtement, quand on voit jouer le Brésil avec en ce moment là pour cette Coupe du Monde, j'attends juste de kiffer un petit point à sombrero et moi je peux m'émoustiller. Donc voilà, c'est tout ce que j'attends du Ney qui redonne un peu cette magie au Brésil qui ne fait pas kiffer du tout. Le Brésil est capable de gagner l'Écosse, clairement, même si l'Écosse pas facile à jouer, on en parlera évidemment. Mais voilà, c'est annoncé par Anto, le Neymar va marquer avec la Seleção. Moi j'y crois. Évidemment, c'est plus le Neymar qui nous a fait rêver, mais il est toujours capable de nous faire un lever de notre siège à minuit là, dans une nuit de mercredi à jeudi, pardon. Voir Neymar jouer au football, c'est toujours aussi kiffant. Suffit qu'il ait un peu deux jambes et tout se passera bien. Hein, que plutôt voir l'horrible Igor Thiago ou bien d'autres joueurs du Brésil qui sont absolument horribles. Voilà. On parlera aussi de Afrique du Sud, Corée du Sud. Bon. Voilà, hein, on en parlera rapidement. La République tchèque contre le Mexique. La République tchèque qui peut se qualifier en 16e de finale avec seulement un point. Alors, c'est possible, hein, on le sait, je crois que c'est les 8 meilleurs troisièmes de chaque poule qui seront qualifiés. Donc, il faut au moins gagner un match, mais avec un point, c'est possiblement jouable hein, pour cette équipe de la Tchéquie. On verra ce qui peut se passer, hein, tous les scénarios possibles. On y reviendra en fin, voire milieu de live, quoi. Avant 2026 et le drame touchant Didier Deschamps, ses adjoints qui ont suppléé le sélectionneur lors d'un match de l'équipe de France. On l'a appris, on voulait rendre hommage aussi à Didier Deschamps qui a perdu sa maman. Alors il me semble que c'était dans la précédente nuit. Donc Didier Deschamps va se rendre en France pour voilà aller faire son deuil et donc il sera remplacé par Guy Stéphane. Il ne sera pas disponible pour le match contre la Norvège. Donc déjà on souhaitait présenter toutes nos condoléances à Didier Deschamps et on espère que ça ira pour lui. Donc voilà. On verra ce qui est dit dans cet article. Évidemment, une pensée à Didier Deschamps, force à lui, force à toute sa famille aussi. Hein, donc voilà. Mais il y a quand même une actualité football dont on va parler. Zidane, le futur probable sélectionneur de l'équipe de France, pense à Barthez pour le poste d'entraîneur des gardiens. Donc les champions du monde 98 réunis sous le coq aux 2 étoiles, évidemment pour coacher Robin Risser, Mike Maignan et Brice Samba, possiblement. On aura Fabien Barthez. Hein. Donc là aussi on en discutera. Jean-Philippe Mateta, alors là, surpris de voir un article sur Jean-Philippe Mateta, hein, c'est pas le bleu le plus mis en valeur lors de ce mondial, mais comment Jean-Philippe Mateta adapte sa taille et son profil à l'ancienne au football moderne. Alors là, c'est histoire de combler, j'ai l'impression, pour l'équipe. Mais bon, c'est toujours intéressant, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il peut être une arme pour cette équipe de France aussi? Je pense il me semble qu'il a toujours pas eu une seule minute dans ce mondial. Est-ce qu'il en aura contre la Norvège, hein, contre une équipe très physique? Peut-être qu'un petit Jean-Philippe Mateta pour mettre 2-3 coups de coude et 2-3 coups de cabesse, ça peut être plutôt pas mal. En tout cas, on en parlera.
Et après, on ira sur l'actualité football, évidemment, hors Coupe du Monde avec Fabrizio Romano et les transferts, hein, toujours le Real Madrid qui fait parler. Sandro Tonali, hein, qui est un peu l'attraction de cet été. Voilà, déjà des signatures. Marco Palestra du côté de Chelsea. Malo Gusto qui pourrait aller du côté de Manchester City. On en parlait hier, on n'a pas eu le temps d'en parler à la fin du live, mais j'espère en parler aujourd'hui. Mais Julian Alvarez qui a demandé son départ du côté de l'Atlético Madrid. Donc il y a pas mal de choses, hein, enfin pas mal de choses. Il y a 2-3 choses quand même dont on pourra discuter. Luka Modric aussi qui a fêté sa 200e sélection avec la Croatie dans cette victoire, donc plutôt pas mal, hein, pour là aussi un bon vieux père de notre football. Voilà, on verra s'il y a 2-3 actus quand même. Mercato pour s'en mettre sous la dent, quoi, exactement. Tout. Bref, on ira checker tout ça juste après. Et après, pour les dernières actualités, les dernières actus. Merde. Qu'est-ce que je fais Hop. Voilà. Donc, coup de tonnerre pour Julian Alvarez. Ça, c'est l'article qu'on voulait lire hier et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais aussi, est-ce que vous connaissez l'UNFP FC, ces joueurs, nos anciens de Ligue 1, Ligue 2, voire National, qui sont sans contrat et qui jouent des espèces de matchs amicaux pour essayer de retrouver un club, se mettre dans être visible en fait. Juste avant les débuts de saison, on voit des joueurs qui sont passés par la Ligue 1, Florentin Pogba, Vincent Cosiello, Alexandre Kidja, et après bien d'autres joueurs, hein, qui sont sans contrat et qui pourraient être possiblement des bonnes pioches du côté de nos clubs de Ligue 1, tout simplement. On parlera aussi de l'OM qui a failli passer à être exclu, pardon, des compétitions européennes, hein, de leur Europa League cette saison avec des problèmes financiers. C'est hier, l'OM passait devant la DNCG, les contrôleurs financiers, du football français. Donc voilà, Stéphane Richard arrivé seul et en retard, Franck Marcourt absent, l'OM a raté son audition devant la DNCG. Est-ce que l'OM va ressembler à l'Olympique Lyonnais de ces dernières années avec leurs problèmes financiers? On verra. Mais en tout cas, hein, il va falloir faire attention quand même du côté de l'Olympique de Marseille, sachant que ça avance pas du côté sportif, hein. Pour l'instant, pas de résiliation de contrat pour Aubameyang. On le voit dans l'article pour Aubameyang Kondogbia. Il y a toujours Habib Beye. Est-ce que Bruno Genesio va venir? Bref, pas mal de choses pour l'actualité de l'OM. Alvarez a raison de quitter l'Atlético. On verra. Déjà, on avait vu le communiqué du Real, hein, qui avait proposé 150 millions pour Julian Alvarez face à leur club ennemi. On parlait surtout aussi de Julian Alvarez du côté du Barça, donc on en discutera aussi. L'OM devrait aller piocher là-bas, tiens, pour des joueurs. Ah, c'est vrai que là, je pense qu'il n'y a pas que l'OM, hein, qui va aller piocher là-bas, parce que vu l'état du football français actuellement, des clubs qui sont mal gérés, on peut penser à l'OM. L'OL est toujours, hein, on en parle un peu moins, mais ça sent toujours aussi mauvais quand même pour l'OL, hein. Ils ont quand même encore pas mal de problèmes financiers, même si ça s'améliore. On peut penser aussi à l'OGC Nice, hein, qui va faire des restrictions drastiques, hein, dans leur budget salarial la saison prochaine. On peut penser à tous les clubs, hein, qui sont un peu en difficulté financièrement dans ce championnat de France. Et après, on parlera du coach de Strasbourg qui devrait quitter le club, Gary O'Neill, qui devrait rejoindre Ipswich Town. Donc lui qui aura fait que 6 mois en remplaçant de Liam Rosenior. On verra potentiellement qui sera le prochain coach de Strasbourg, hein, vu qu'ils n'ont plus de coach, hein. Le petit frère de Chelsea, Strasbourg, hein, qui eux aussi sont en discussion pour la suite, enfin pour la prochaine saison. Et enfin, Aaron Ramsey devient entraîneur principal d'Oxford United, son premier poste en tant qu'entraîneur. Aaron Ramsey est passé du côté de l'OGC Nice en Ligue 1, hein, on se souvient, joueur emblématique quand même d'Arsenal.
Vous savez, il avait cette fameuse malédiction. À chaque fois qu'il marquait, on avait une star qui était déchue. Donc voilà, Aaron Ramsey qui va rejoindre Oxford United en tant que nouveau coach. Voilà pour le sommaire d'aujourd'hui. Donc les amis, on va démarrer tranquillement. Je vois que certaines personnes ont déjà rejoint. Petit point promo juste avant et après on démarre. N'hésitez pas à me follow sur TikTok, évidemment, sur les lives. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est en live aussi sur Twitch où vous pouvez voir mon écran et c'est peut-être plus facile, plus fluide pour comprendre ce que je raconte. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, hein. Le follow c'est gratuit, je le rappelle. Les abonnements c'est payant, donc si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas aussi, ça nous ferait extrêmement plaisir. Si vous n'avez pas eu le temps de voir les précédentes émissions, vous pouvez aller sur YouTube, hein, vous avez toutes les rediffusions de nos lives, mais aussi les plateformes de podcast. Si vous préférez nous écouter, que vous êtes dans le métro, dans le train, dans le tram, peu importe, ou en voiture, vous pouvez nous écouter sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music. Hein, @trickfr, vous tapez, normalement, vous pouvez nous retrouver. Et après, tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Thread et X pour être tenu au courant de nos lives. Voilà pour le petit point promo, on va démarrer tranquillement. Si vous avez des questions aussi dans le chat, TikTok, Twitch, des affirmations, peu importe, si vous souhaitez discuter, je sais pas, peu importe le sujet, hein, même des sujets d'autres sports ou quoi, on pourra en discuter. Donc voilà, on va démarrer tranquillement. Hier, le Portugal s'est imposé contre l'Ouzbékistan, 5-0. Le Portugal qui avait fait match nul dans leur match d'entrée, tout simplement, contre la République démocratique du Congo, où ils avaient fait seulement un match nul, un but partout. Un but partout, c'était, que je dise pas de bêtises moi aussi, hein. Peut-être que je dis des bêtises, normalement c'était ça. Un but partout, but de João Neves contre la République démocratique du Congo. Là, voilà, le Portugal a décidé d'envoyer un signe fort, hein, de se faire respecter. On l'avait dit, hein, on le dit depuis le début des lives, mais ils font partie quand même des favoris pour cette Coupe du Monde. On les avait mis dans cette espèce de chapeau 1 avec l'Espagne, la France. Vu la sélection qu'ils ont, on va aller le voir au niveau de la compo. Alors déjà, Roberto Martinez a décidé de faire des changements. Alors, il n'a pas décidé de sortir son capitaine et sa star Cristiano Ronaldo. Là, pour le coup, il a eu raison, mais changement de dispositif. Non, pas changement de dispositif, mais changement de 1 ou 2 joueurs. Donc, on avait toujours Costa dans les cages, évidemment. En défense centrale, le retour de Ruben Dias pour accompagner Renato Veiga. Sur les latéraux à gauche, Nuno Mendes qui a marqué un très beau coup franc. Joao Cancelo, alors là, c'est plutôt du classique. Au milieu de terrain, Vitinha, João Neves. Là, je pense que c'est plutôt logique que Roberto Martinez n'y touche pas. Toujours Bruno Fernandes dans ce rôle de métronome portugais, hein, le meilleur passeur de Première Ligue cette saison. Et par contre, l'arrivée de Joao Félix dans ce 11 à la place de Bernardo Silva, Pedro Neto qui a plutôt pris le côté droit et Joao Félix côté gauche avec Cristiano Ronaldo devant. On le voit, Nelson Semedo est rentré à la mi-temps à la place de Joao Cancelo. Conceição est rentré aussi à la place de Pedro Neto côté droit. On l'avait déjà vu, il me semble, lors du match contre le Congo. On avait parlé aussi de Trincao qui aurait pu faire la maille en tant que titulaire, hein, sur un côté dans cette équipe portugaise. Eh bien, il est rentré à l'heure de jeu à la place de Joao Félix. Joao Félix qui a pas fait un grand match. Bernardo Silva qui a quand même fait son entrée à la place de João Neves et Rafael Leao qui a mis le 5e but et qui est rentré à la 83e minute à la place de Vitinha. Côté Ouzbékistan, alors voilà, on s'attendait à une défense à 5, bon c'est un 3-4-2-1 avec Kouchanov évidemment dans cette défense à 3. Après le reste de l'équipe, voilà, on les connaît pas forcément. Il y a un joueur, hein, alors j'ai pas retenu son nom, qui a mis un superbe but, qui a été refusé, mais qui avait mis un superbe but. Et donc c'est une défaite pour les Ouzbeks, on le rappelle, hein, emmené par Fabio Cannavaro, hein, le Ballon d'Or 2006, champion du monde avec l'Italie. Donc voilà, un bon vieux Paoletta avec CR7 devant, oui voilà,
classique, un petit Rui Costa ou quoi, ça aurait pu faire plaisir. Dans les stats de ce match, donc on va voir le Portugal a clairement mené 2,70 G, 0,25 pour l'Ouzbékistan, 66% de possession pour les Portugais, 17 tirs, 9 cadrés, 7 tirs, 2 cadrés pour les Ouzbeks, 7 grosses occasions pour le Portugal qui en met 5 tout de même. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi ? Voilà, pas forcément de montant touché, que ce soit une barre transversale ou un poteau. Le Portugal a clairement mené dans son match et les arrêts des gardiens. 2 arrêts pour Diego Costa et 4 pour le gardien ouzbek. Dans ce match, Cristiano Ronaldo a démarré fort dès la 6e minute sur une passe décisive de Joao Cancelo. But de Cristiano qui lance enfin sa Coupe du Monde. Il y avait pas mal de, il cristallisait pas mal de problèmes dans cette équipe du Portugal. Après, évidemment, toujours pareil, toujours relativisé contre qui ils ont joué. L'Ouzbékistan, c'est pas non plus une grande nation de football. Mais voilà, les 5-0, il faut les mettre en Coupe du Monde. Donc Cristiano Ronaldo qui marque à la 6e minute, Nuno Mendes qui tire un coup franc à la place de Cristiano Ronaldo et qui va le marquer. Donc il fallait le marquer, parce que sinon il t'en laisse pas un de plus. Cristiano, 17e minute, 2-0. Très beau but du latéral parisien. Cricri qui vient doubler ses buts à la 39e à la place de sur une passe décisive de Bruno Fernandes. Voilà. Il aurait pu même pu en mettre un troisième, le fameux hat-trick pour Cristiano. Finalement, ça n'a pas été le cas. Il a été, ça a été arrêté ou ça a été contré. Bref. À la mi-temps, le Portugal fait rentrer Nelson Semedo, Fabio Conceição, on l'a dit. 60e minute, but contre son camp de Nematov sur un espèce de cafouillage sur un corner pour le Portugal. Et après, Rafael Leao qui rentre à la 83e, 87e minute, qui vient marquer. Très belle reprise en tout cas. Très beau tir, pleine lucarne pour Rafael Leao. Lui aussi, on aurait pu penser à ce qu'il soit titulaire dans cette équipe portugaise qui apporte son impact physique, sa vitesse. Finalement, il est rentré seulement en fin de match. Mais ça a été plutôt réussi pour le Portugal, une victoire 5-0. Voilà, ils étaient clairement favoris. Il fallait s'imposer de toute façon, parce que sinon le Portugal allait se mettre en difficulté. Même un match nul, c'est un peu chiant. Donc voilà pour les Portugais. On va en discuter. Cristiano Ronaldo, un doublé qui rassure. Première passe D, toute compétition confondue de Bruno Fernandes pour Cristiano Ronaldo. Ok, la stat est importante. Après, je crois que voilà, l'entente Cristiano-Bruno Fernandes a toujours été compliquée, même du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est les fameux débats. On se souvient à l'époque en 2006, pour ceux qui étaient là, quand il y avait eu ce débat que la seule passe de Zinedine Zidane en Coupe du Monde, ou même je crois la seule passe dans l'histoire de l'équipe de France pour Thierry Henry de Zinedine Zidane, ça a été le huitième de finale contre le Brésil, où on se souvient ce but, ce coup franc tiré par Zizou, deuxième poteau vers Thierry Henry, plat du pied, pleine lucarne, bref. Et ça a été la seule passe de Zinedine Zidane pour Thierry Henry, alors que c'était à l'époque le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc voilà. Voilà, des fois il y a des stats qui ne s'expliquent pas. Bref, Cristiano Ronaldo, un doublé qui rassure. J'avais l'impression d'être un retraité du football en écoutant les critiques. On les a vus nous aussi sur les lives. On vous voit ceux qui ont critiqué et qu'on n'entend plus, qui sont pas présents sur le live. Mais voilà, nous aussi on s'est quand même posé la question. C'était une question totalement logique, même si c'est un joueur légendaire, Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or. Est-ce que le vieux père a été un peu déconnecté de son équipe, de sa sélection, lui qui n'arrivait pas à marquer? Ça faisait 10 matchs de phase finale qu'il n'avait pas marqué. Voilà, 42 ans, on sait qu'il est à la recherche de cette fameuse stat des 1000 buts en carrière. Est-ce que peut-être il délaissait, je sais pas, le collectif ou autre chose pour seulement ses stats, et en plus, il ne statait plus. Donc, auteur de 2 buts avec le Portugal contre le très faible Ouzbékistan mardi, Cristiano Ronaldo a répondu aux critiques et repoussé de quelques jours au moins le débat sur son statut en équipe nationale. C'est un article de Régis Dupont pour l'équipe. Entré sur la pelouse dans un vacarme où les ovations rivalisaient difficilement avec la bronca, Cristiano Ronaldo a retourné le stade de Houston comme une gaufre bien avant l'heure du goûter. 6 jours après son entrée en scène décevante contre la République démocratique du Congo, au même endroit, le quintuple Ballon d'Or a réussi un double
doublé qui aurait pu se transformer en quadruplé contre un très faible Ouzbékistan. Il n'en fallait pas plus pour que le public célèbre en majesté le capitaine portugais sorti sur les vivas et au milieu de ses collègues. Cette fois, comme si une prestation réussie contre la 50e équipe du classement FIFA effaçait tout par le simple jeu des records battus en 2 reprises du pied droit, sur un centre de Joao Cancelo et sur une ouverture de Bruno Fernandes. Au soir du deuxième match de son 6e mondial, Cristiano Ronaldo est entre autres devenu le premier justement à scorer lors de 6 phases finales planétaires, un record que Lionel Messi ne risque pas de lui reprendre. Il a désormais marqué une fois de plus à ce niveau que Zebio. La Panthère Noire avait atteint les 9 unités lors de la seule World Cup 1966, ce qui dessine une limite et rappelle l'acharnement formidable dont le natif de Funchal, 41 ans, peut faire preuve. On parlait de Zebio, de ses 9 buts en une Coupe du Monde. Hein. On connaît le record, c'est Juste Fontaine avec 13 buts sur une seule Coupe du Monde, et il a 13 buts au total en Coupe du Monde. Voilà, la question hein, qui se pose. Alors peut-être pas Cristiano Ronaldo, hein, mais quoique, pourquoi pas, on sait jamais. On sait jamais pour Cristiano, mais est-ce que ce record de 13 buts sur une seule Coupe du Monde sera battu par les buteurs fantastiques que l'on a, que ce soit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane et pourquoi pas Erling Haaland, on sait pas, on sait qu'il y a pas mal de joueurs comme ça qui peuvent battre ce record. Salut, je pense que le Portugal gagnera la Coupe du Monde. On l'a dit, ils font partie des favoris. Chacun son avis, on le retiendra, hein, mon ami Forza. On retient vos pronostics à chaque fois, donc vous inquiétez pas, on en discutera à la fin de cette Coupe du Monde quand on fera le grand débrief hein, de la Coupe du Monde. Qui avait raison, qui avait tort, hein, qui aura changé son pronostic à la fin de cette Coupe du Monde. Merci à Moussal 147 pour le follow, bienvenue dans la communauté Atrix, ça fait extrêmement plaisir, comme tous les matins, que vous soyez de plus en plus nombreux. On continue sur Cristiano Ronaldo, l'ouverture du score sur une phase qui rappelait son occasion manquée sous le nez de Bruno Fernandes face à la République démocratique du Congo, avait été précédée d'un centre de Nuno Mendes sur lequel CR7 avait fait son âge. Incapable de toucher le service du Parisien autrement que du bout de la chaussure. La réaction étonnée des spectateurs lorsque l'action était diffusée sur les écrans géants du NRG Stadium avait de quoi déprimer le plus solide des attaquants, pas Ronaldo. Alors Ronaldo, il a plus la vitesse d'antan, hein, peut-être qu'il rate certaines occasions du fait de son âge. En plus, c'est repassé comme ça sur les écrans géants. Pas très sympa de la part de la réalisation. Mais bon, il a marqué sur sa deuxième occasion et l'a célébré comme s'il réincarnait Eder en finale de l'Euro 2016. Il a couru exprimer son soulagement vers son banc dans une scène d'exultation collective rare, oubliant même de faire précéder l'effusion du rituel Après la rencontre, il a reconnu franchement, la semaine a été sombre et difficile. C'était dur, je dois l'admettre, j'avais l'impression d'être un retraité du football en écoutant les critiques, mais j'ai tenu bon comme toujours et nous sommes de retour. Avec ce succès, le Portugal sait qu'il verra probablement les 16e de finale. Il s'est aussi acheté un répit. Le débat sur la titularisation systématique de son capitaine à un âge aussi avancé est ajourné jusqu'à la semaine prochaine. Cristiano Ronaldo s'attaquera alors à un défi très personnel, marqué enfin lors d'un match à élimination directe de Coupe du Monde. Mardi, trophée d'homme du match en main, il s'est déjà projeté. Aujourd'hui, j'étais le meilleur joueur sur le terrain, demain ce sera quelqu'un d'autre. Si nous restons unis, je pense que nous pouvons aller très loin. Ah, il reste quand même à moitié humble, hein, toujours, hein, Cristiano Ronaldo. On le changera pas. Mais en tout cas, voilà, là, ça déclate après match. C'est du grand Cristiano Ronaldo. 41 ans, doublé, ça critique ce joueur, je rêve. Bah, on peut toujours se permettre de critiquer, hein. Là, il met un doublé contre l'Ouzbékistan. On verra, hein, si en face à élimination directe, il sera tout aussi décisif. On l'espère, hein, évidemment. Ce n'est pas pour le critiquer, mais on espère. Parce que voilà, on sait qu'il est capable, en fait, c'est ça. C'est toujours frustrant, hein, les mecs dont on sait qu'ils sont capables, c'est toujours frustrant, de les voir faire des prestations, moyennes, voire très nulles, hein. Le même débat existe pour Ousmane Dembélé en équipe de France, hein, le voir ballon d'or et ne pas réussir à s'imposer dans ce collectif français. Évidemment, lui aussi a fait taire les critiques sur ce match contre l'Irak. C'est un peu dans le même style de débat, hein. Je compare pas Cristiano Ronaldo et Ousmane Dembélé, évidemment. Merci à l'optimiste pour le follow, bienvenue dans la communauté Atrix, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à toi aussi.
Déjà auteur de l'ouverture décisive sur le deuxième but de son capitaine, le milieu de Manchester United a rappelé Cristiano vit par les buts et nous avons besoin de lui pour marquer. Par rapport au premier match où nous étions peut-être trop nerveux et trop dans le contrôle du jeu, nous avons été plus intenses, plus directs. Et puis le Congo n'a pas autant pressé que l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, cela change beaucoup la dynamique du match. L'Ouzbékistan a ouvert les espaces. Il a permis à Cristiano Ronaldo de marquer pour la première fois en 2026 avec son équipe nationale et à tout le secteur offensif de se rassurer de Joao Félix titularisé à gauche, à Rafael Leao, le dernier buteur d'une frappe magnifique 4 minutes après son entrée en jeu, et 8 avant que CR7 ne manque la dernière occasion de la partie. Trop court sur le centre du Milanais. Contre la RDC, Roberto Martinez avait justifié son maintien sur le terrain jusqu'au bout par la nécessité de marquer. Mardi, Ronaldo est resté sur la pelouse juste parce qu'il est Ronaldo. C'est beau. C'est beau quand même. En tout cas, hormis Cristiano Ronaldo sur ce match, est-ce que vous retenez un joueur portugais, que ça soit peut-être Nuno Mendes avec son penalty et sa potentielle, son penalty pardon, son coup franc. Est-ce qu'il y a un autre joueur ou peut-être qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du coach Roberto Martinez? Est-ce que cette fois-ci il a fait du bon travail? Bon, pour l'Ouzbékistan, honnêtement, est-ce que vous souhaitez en parler aussi, hein, ça sent mauvais pour les Ouzbeks. On va voir là leur dernier match, ça sera contre la RDC du coup. Voilà, est-ce qu'ils peuvent encore se qualifier, hein, on le rappelle, une seule victoire pour les meilleurs troisièmes et c'est gagné. Donc voilà, on voit sur les cotes, la RDC est quand même favori par rapport à l'Ouzbékistan. Voilà, est-ce que vous souhaitez parler d'un autre joueur lors de ce match ou sinon on passe au match Colombie-RD Congo? Un avis peut-être? 3, 2, 1. Et on passe à autre chose, les amis. On va aller sur le match entre la Colombie et la RD Congo. Le collectif même a été incroyable. Bien vu, Anto. Bien vu sur le gong. Hein. Bon, sur le gong, il y a quelques secondes, mais on te l'accorde. Le collectif même a été incroyable. Bon, en tout cas, voilà. Cette équipe du Portugal, si déjà le collectif, hein, on le sait, il y a aussi ce débat, ce fameux débat dans cette Coupe du Monde pour nous, experts du football. Est-ce que le Portugal est le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde, hein? C'est une vraie question entre celui de l'Espagne, celui de l'Angleterre potentiellement, celui à qui est-ce qu'on aurait pu penser peut-être de l'Argentine. L'Argentine, très très beau milieu de terrain, peut-être sous-côté aussi. Voilà, c'est eux hein, qui font le lien entre cette attaque et cette défense, évidemment, je vous apprends pas les règles du football, les amis, mais en tout cas, si le collectif portugais déjà se met en marche, ça peut être intéressant. On le sait, hein, des fois c'est un peu compliqué de rentrer dans sa Coupe du Monde, mais après, une fois que c'est lancé, tout peut arriver. Le Brésil, le milieu du Brésil? Ouais, non, je les mets quand même en dessous de certains gros milieux de terrain, comme on l'a annoncé, mais c'est vrai qu'ils ont des joueurs très intéressants, ces Brésiliens. Voilà, donc on va passer. Bon, c'est peut-être le match le plus intéressant. On va parler de l'Angleterre juste après, hein, qui a fait match nul contre le Ghana. Et pour les matchs de hier soir, c'est peut-être ce qu'il y avait de mieux à se mettre sous la dent. Hier, en tout cas, la Colombie s'est imposée 1-0 contre la République démocratique du Congo. La compo avec ce 4-3-3 présenté par les Colombiens et le coach Lorenzo. Vargas dans les cages, en défense Mojica à gauche, Lukumi Sanchez en défense centrale. Kaka, Cafu, Neiziko. Mon frérot, on parle de la Coupe du Monde actuelle, pas de l'histoire du Brésil. Eh oui, enfin évidemment que le Brésil est dans la discussion, mais on parle de la Coupe du Monde actuelle, mon ami. Respecte Kaka et Cafu, s'il te plaît, en écrivant un minimum les joueurs. En plus, ça va, ça vient, d'accord. Ok, je pense on a affaire à un fada. En plus, on parlait de milieu de terrain et il nous a mis Cafu. Ney, c'est un attaquant aussi, c'est pas un milieu. Zico aussi, il me semble que c'est un attaquant. J'attends le match contre la Colombie pour faire un point sur le Portugal. Ouais, pas tort, t'as pas tort qu'il faudra attendre, hein, même des équipes. Voilà, les équipes qui ont raté leur entame, enfin,
leur entame ou leur deuxième match, on va le voir avec l'Angleterre, ça sera bien d'avoir une lecture quand même de ces équipes à la fin de la phase de groupe, hein, que la phase de groupe, je crois qu'elle se termine vendredi ou samedi, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'on disait, hein? Le Brésil va flop. Ouais, call take, call take. Le milieu de terrain de la Croatie est bien aussi dans cette Coupe du Monde. Ouais, mais très vieillissant quand même, le milieu de terrain de de la Croatie, hein. Je suis pas le plus grand fan quand même. Mais bien vu, c'est vrai qu'il y a deux trois joueurs, mais ça reste quand même en dessous, je trouve. Nice a passé la DNCG, je crois, non. Waouh! Je sais même pas, j'avoue que j'ai même pas suivi l'actualité de l'OGC Nice, mais il me semble, ouais, qu'il devait passer bientôt la DNCG. On essaiera d'en discuter après, hein, j'avoue que là, pour le coup, euh, l'actualité niçoise, on prend des vacances quand même, donc ça nous fait plaisir à discuter nouveau coach, nouvelle direction. On voit un peu ce qui se passe du côté de l'OGC Nice, mais c'est vrai que là, on prend des vacances, hein. On essaye de souffler un peu, profiter d'un peu de football. RIP Socrates, ben voilà. RIP Pelé, frérot. Génération vieillissante. Plutôt RIP Pelé. Et Ronaldinho, frérot, il est vivant, mon gars. Ah là là. Putain. Certes vieillissante, mais ça reste de la valeur sûre. Ouais, ouais, je suis plutôt. Ouais, on peut être d'accord avec ça, mais valeur sûre, mais vas-y. Le Panama, ça monte en puissance. Ah, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, je crois qu'ils sont éliminés, les frérots du Panama, donc peut-être dans l'échiquier mondial, ça monte en puissance, mais bon, petit à petit, quoi, petit à petit. Benny, ça passé la dernière, je viens d'aller vérifier. Ok. Bah tant mieux, de toute façon, le l'OGC Nice, on sait que Ineos, bah, ils disent qu'ils sont plus vendeurs, mais ils restent quand même vendeurs du club. Et ils remettent au pot à chaque fois, hein. À chaque fois, c'est 60 millions d'euros mis au pot pour garder les finances de l'OGC Nice assez stables. Bon. Donc voilà. Mais on parlera des NCG hein, juste après, pas forcément pour l'OGC Nice, mais plutôt pour l'Olympique de Marseille. Et Ronaldo, le Canal. Le Panama est dernier avec 0 points. C'est ça, le Panama, c'est éliminé. Donc, on s'en tamponne. Donc, on était quoi sur quoi? Colombie, RD Congo. Donc voilà, la Colombie, on disait. Donc voilà, la défense, Lukumi, Sanchez, Munoz, le buteur de ce match. Euh, oui, c'est vrai que Didier Deschamps est en France, on l'a dit au début de ce live, on en parlera juste après, mais en gros, Didier Deschamps a perdu sa maman, malheureusement pour lui. Donc il fera l'aller-retour en France pour faire son deuil, évidemment. Donc il sera pas là lors du match contre la Norvège, ça sera Guy Stéphane, son adjoint, qui va le remplacer en espérant qu'il revienne en forme, Didier Deschamps, pour la suite de cette compétition. Euh, Merci à Simizing Maloba pour le follow. Bienvenue dans la communauté Attrick. La Coupe du Monde sera pour une sélection sud-américaine. Alors là, vrai take. Là, pour le coup, vrai take. Autant celle de tout à l'heure, je sais plus ce qui a été dit, que le Brésil va flop. Bon, après, sélection sud-américaine, à part l'Argentine, bon, l'Uruguay, c'est pas trop mal. Euh... oh, l'autre, ça. Oh, Bref. Ouais, hormis l'Argentine, je vois pas vraiment quelle sélection sud-américaine peut remporter la Coupe du Monde. En tout cas, le milieu de terrain de la Colombie, donc Arias Lerma Puerta, et l'attaque Luis Diaz, Luis Suarez et James Rodriguez, hein, une équipe qu'on connaît. Du côté de la RD Congo, bon voilà, ils ont pas voulu trop faire le jeu non plus. C'est un dispositif en 5-3-2 avec Mpassi dans les cages qui a fait pas mal d'arrêts. Lionel Mpassi, je crois que c'est Lionel, hein. Ouais. Avec Wan Pisaka à droite, Masuaku à gauche, Kapuadi, Twanzebe, Mbemba dans cette charnière à 3. Ngaïel Muko, Mutusami et Kayembe dans ce milieu de terrain congolais et Cédric Bakampu et Johan Wissa en attaque. Sur les stats de ce match,
Voilà, la Colombie. Alors, ça devait pas être le match de l'année. Un but à zéro à 4 heures du matin. 0,98 XG côté Colombie, 0,37. 20 tirs, 9 cadrés pour la Colombie, 64% de possession. 7 tirs, un seul cadré pour les Congolais. Euh, voilà. Un montant touché aussi pour la Colombie. Je crois qu'il y a 2 buts refusés pour Luis Diaz aussi. Euh, dans ce match, un seul arrêt de la part du gardien colombien, 8 pour Lionel Mpassi. Après, il y a deux trois arrêts, ils sont un peu photos, on va pas se mentir, mais il a quand même fait un sacré match. Lionel Mpassi, le gardien, il me semble que c'est du Havre, hein, Lionel Mpassi. Ouais, c'est ça, gardien remplaçant du Havre, à la place de Moridiu. Si j'ai pas de conneries non plus. Donc voilà, victoire 1 but à 0, des buts refusés. Déjà, Munoz avait marqué en début de match, hein, mais ça a été au refusé. Et après, il a marqué à la 76e minute, hein, pour les Colombiens et leur donner cette victoire. On va voir la déclat de Cédric Bakambu juste après le match. Et après, on passera sur le match de l'Angleterre. Qui est sauce, ils vous te mettent dans la sauce. Ouais, j'avoue que. J'avoue qu'ils mettent pas le pote. Je le remplace en EDF. Je ne retrouve pas mon passeport. Euh, Après, attention, hein, pour rentrer aux États-Unis en ce moment, c'est pas la chose la plus aisée, mon pote, hein. En tout cas, Cédric Bakambu a encore un espoir d'une qualification en 16e de finale de la Coupe du Monde après la défaite de la RDC face à la Colombie. Rien n'est perdu. C'est vrai que rien n'est perdu, on le redit, hein. Une victoire et tout peut être relancé. Par contre, il faudra s'imposer contre l'Ouzbékistan. Euh... J'envoie l'ancien Domenech. Non, non, je préfère que ça soit toi qui vienne que le bon vieux Domenech, hein. Ça va pas, ça va jouer au tarot avec les joueurs de l'équipe de France, c'est bon. Non, quand t'es français, il n'y a pas de risque. C'est vrai que quand t'es français, à part si t'as peut-être un casier, j'espère pas, normalement t'as pas trop de soucis. Cédric Bakambu, l'attaquant de la RDC, croit toujours en une qualification pour les 16e de finale malgré la défaite face à la Colombie ce mercredi dans la nuit. Euh, Son équipe est actuellement 3e du groupe K avec un point et affrontera l'Ouzbékistan le 28 juin. Quel est votre sentiment après la défaite de la RDC face à la Colombie? On est forcément déçus car nous sommes des compétiteurs et nous voulions réussir un résultat. Après, on s'attendait à un match compliqué face à une équipe de la Colombie qui se retrouve devant nous au classement FIFA et dans un stade hostile. L'ambiance a été incroyable et félicitations à la Colombie. Bien joué pour la com, Cédric. Avez-vous été surpris par sa bonne entame de match? Non, elle était prévisible car la Colombie jouait sa qualification pour les 16e de finale dès ce match. Elle a seulement duré plus longtemps que prévu. Jusqu'à la pause fraîcheur qui a semblé casser le rythme du match. Vous avez peut-être eu cette impression depuis les tribunes, mais moi je n'avais pas ressenti ça sur la pelouse. On est resté focus sur notre match. Après, c'est vrai qu'on a peiné. Il va falloir analyser ce qui n'a pas fonctionné de notre côté dans cette rencontre. Malgré la domination colombienne, avez-vous pensé à un moment pouvoir accrocher cette équipe en voyant votre gardien Lionel Mpassi multiplier les arrêts? Il a réussi un match extraordinaire et j'aurais aimé lui offrir un clean sheet. Alors gagner un match, il te faut souvent un grand gardien. Et là, franchement, en le voyant enchaîner les arrêts, je me suis dit, il ne peut rien nous arriver ce soir. Malheureusement, on a fini par encaisser un but sur une frappe légèrement déviée et cela nous a coupé les jambes. Cette défaite remet-elle pour autant en question votre qualification pour le tour suivant? Non, rien n'est perdu. Maintenant, il faut vite se focaliser sur notre prochain match. Il arrive vite, c'est la Coupe du Monde. On joue les matchs de haut niveau. Il faut donc bien se préparer pour jouer contre l'Ouzbékistan. Il s'agira d'un match décisif. Nous n'avons plus d'autre choix que la victoire. Voilà, plutôt logique. En tout cas, sur ce match, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. N'hésitez pas dans le chat TikTok, Twitch. Sinon, on passe au match de l'Angleterre où il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Euh, De père tunisien, je prends un risque. Euh, Vaut mieux prendre Blanc que Domenech? Ouais, ouais, quand même, quand même. Je souffle, mais quand même, j'avoue, je prends Laurent Blanc plutôt que Raymond Domenech. Même s'il a fait finale de Coupe du Monde, hein, ça reste dans un pseudo-palmarès, hein, pour Raymond Domenech. Et merde, quoi. Autant prendre Zizou directement, hein, qui prennent les rênes maintenant, hein. On fait un peu comme la Tunisie, quoi. Bref. Bref. Tout. Oui, le match Angleterre-Ghana qui s'est conclu par un match nul 0-0. J'envoie j'envoie ma daronne, elle est française. Tout pour la daronne de Keysos, moi, les amis, hein. N'hésitez pas à envoyer des dons dans le chat, hein, pour envoyer la daronne de Keysos à la Coupe du Monde. N'hésitez pas, voilà, PayPal, Lydia, Wero, n'hésitez pas, hein. Tout pour la daronne à Keysos. Euh, Pour l'Angleterre.
Suisse-Canada, on en parle juste après, hein, évidemment, si vous voulez un prono rapide, hein, moi je mettrai la Suisse. Voilà. Euh, Oui, l'Angleterre, on s'est un peu paluché hein, devant leur match contre la Croatie. Après, ils ont fait un match plutôt solide. Ils ont quand même pris deux contre cette équipe croate. À noter, on dit ils sont dans ce chapeau, peut-être en dessous, parmi les favoris. Ah, je mets un match nul pour Suisse-Canada. Bah, on en parlera, on verra les cotes hein, juste après pour ce match. Mais en tout cas, l'Angleterre, voilà. Ils sont un peu dans. On sait que c'est un peu des. Sans leur manquer de respect à nos amis anglais, mais c'est un peu des losers éternels, quoi, en fait. Donc, des floppers. Donc, c'est vrai que cette Angleterre, voilà, match nul contre le Ghana. Rien n'est fini, évidemment. Il y a toujours deux lectures de ces matchs. Mais bon, ils auraient dû clairement marquer. On va voir la composition de la part de Thomas Tuchel. J'ai pas le score Angleterre-Ghana 0-0, hein, 0-0 entre les deux. Pas un but. Donc Thomas Tuchel en 4-2-3 avec Jordan Pickford dans les cages, Marc Guehi, Konsa en défense centrale, à gauche Jet Spence, à droite Rhys James, au milieu de terrain Declan Rice, Elliot Anderson. Là aussi on parlait gros milieu de terrain, meilleur milieu de terrain de la coupe du Monde. Là voilà, peut-être des noms sous-cotés parce qu'on a Declan Rice, Jude Bellingham, mais Elliot Anderson aussi fait partie clairement. Hein, on parle de 100 millions d'euros pour le transfert de ce joueur du côté de Manchester City. Et l'attaque, on revoit cette attaque que l'on avait eu contre la Croatie avec Anthony Gordon, Harry Kane et Noni Madueke. On avait eu ce débat aussi. Alors ça avait plutôt, comment dire, ça avait plutôt été effacé par rapport à la victoire de l'Angleterre, mais bon, Noni Madueke à la place de Bukayo Saka, voilà, il y a encore des questions quand même où qu'il faut se poser parce que moi je comprends toujours pas ce choix clairement. Même un Marcus Rashford, peu importe. Mais Noni Madueke titulaire dans cette équipe d'Angleterre, quand on voit les joueurs qu'ils ont, même Eberechi qui était sur le banc, je trouve ça assez quand même étonnant. Côté Ghana, on avait un 4-1-4-1 présenté par Carlos Queiroz, avec Assare dans les cages, Adjeté Opoku en défense centrale, Senaya Mensa sur les côtés, hein, Thomas Partey qui a finalement pu jouer avec cette sélection ghanéenne, Yiranki Sibo au milieu de terrain, Iñaki Williams, pardon, côté droit, Antoine Semenyo à gauche et Jordan Ayew. On voit hein, les deux, peut-être les deux meilleurs joueurs de cette sélection ghanéenne qui ont des notes de 5,6 pour Iñaki Williams, 5 pour Antoine Semenyo. C'est pas de la grande stat. Voilà. Sur les stats de ce match, on voit clairement aussi domination de l'Angleterre, 1,36 XG, 0,17 du Ghana, ils étaient là pour défendre les frérots, on le voit sur les résumés du match, pour ceux qui veulent aller voir, que l'Angleterre a clairement eu toutes les situations quasiment. Le Ghana a bien défendu. Effectivement, en fait, toi, tu es radio TikTok. Ah, je suis radio TikTok, radio Twitch aussi. Hein. N'hésitez pas à venir sur Twitch, les amis. Hein, je le répète. Vous pouvez follow, vous pouvez voir l'écran aussi. C'est peut-être plus facile. Euh, mais on essaye les Black Stars, effectivement. Tu avais même Saka sur le banc. C'est ce qu'on disait juste avant. Hein, le choix de mettre Saka sur le banc, je le trouve assez étonnant. Donc sur les stats, on disait 1,36 XG pour l'Angleterre, 79% de possession sur tout le match quand même. Hein. 19 tirs, 3 cadrés. On peut dire que c'est une faute professionnelle de la part des Anglais. 2 tirs, un seul cadré pour les Ghanéens. Voilà, un poteau en plus touché de la part de l'Angleterre, 0 arrêt de la part de Jordan Pickford, 3 arrêts de la part du gardien ghanéen. Donc voilà, que dire que dire incompréhensible. Incompréhensible, des fois c'est le foot, hein, ça se passe comme ça. On va féliciter le Ghana pour cette défense. Mais après, je crois qu'ils avaient eu un match, une victoire. Donc une victoire plus un match nul. Hein. Le Ghana est clairement en 16e de finale de cette Coupe du Monde. Et c'était un objectif pas totalement facile à remplir pour eux, sachant qu'ils venaient de changer de sélectionneur à 3 mois de la compétition, qu'on n'était pas sûr d'avoir tous les cadres. Donc félicitations à eux et pas bravo à l'Angleterre, hein, dont on attendait évidemment plus. Alors on le voit, hein, Saka, Aurélie, Rogers, Eze, Rashford qui sont rentrés lors de ce match et qui n'ont pas pu faire la différence. On va voir la déclaration, non, un article de l'équipe concernant la dépendance de l'Angleterre avec Harry Kane.
Bah, après, évidemment, quand tu as un joueur comme lui, est-ce que tu crées pas un système autour de lui? Je pense qu'ils sont dégoûtés que Olysée soit français et pas anglais. Mais qui n'est pas dégoûté que, hormis nous français, hein, j'imagine que quand t'es anglais, t'as bien le seum de pas voir Olysée jouer pour l'Angleterre, hein, donc ouais, évidemment. En plus, il leur ferait un sacré bien, hein. Tu mets Michael Olysée à la place de Noni Madueke. J'ai rien hein, contre Noni Madueke, mais merde quoi, merde. Qu'est-ce qu'il fout titulaire? Olivier Le Poteau à sa place partout. L'équipe de France, l'Angleterre et l'Algérie. Mais même, il aurait pu jouer pour. Alors l'Algérie, je l'ai pas, mais il aurait pu jouer pour Nigeria, je crois. Ce serait même pas la Coupe du Monde. Ah, mais Olivier, clairement, bah, on en parlait hier hein, pour le débrief de de ce match de l'équipe de France. Honnêtement, Michael Olise, il fait partie des clairs favoris pour le Ballon d'Or. Donc il a clairement sa daronne est algérienne. D'accord, ok. Ok, ok. Euh, il a clairement sa place dans n'importe quelle sélection, à n'importe quel poste. Honnêtement, euh, il ferait tâche nulle part. Je comprends pas pourquoi Saka et Rashford sont pas titulaires. Eh ben moi aussi, je comprends pas, mon ami, hein. C'est une question que j'aimerais bien poser à Thomas Tuchel. Il a sûrement dû y répondre. On essaiera de trouver la déclat de Thomas Tuchel. Donc voilà. Alors. Il est naturel pour nous de nous appuyer sur Harry, l'Angleterre trop dépendante de Kane à la Coupe du Monde. Le match nul concédé par les Anglais contre le Ghana mardi soir à Foxborough, au cours duquel Harry Kane s'est montré impuissant, illustre les difficultés offensives que rencontrent les Three Lions quand leur capitaine est en panne de réussite. C'est un article de Pierre-Étienne Minonzio pour l'équipe. Parfois, une action résume un match. À l'issue d'Angleterre-Ghana, qui s'est disputé mardi soir à Foxborough, les débats outre-Manche se sont focalisés sur un moment particulier de la rencontre qui a démontré l'impuissance offensive des trois Lions. Quant à la 86e minute, Harry Kane, au cœur de la surface des Black Stars, a expédié une volée du gauche, le ballon au-dessus des cages de Benjamin Assaré. Sur le moment, sur la BBC, Wayne Rooney ne semblait croire à ce qu'il venait de voir. Harry ne rate pas ce genre d'occasion. Tu t'attends à ce qu'il la mette au fond des filets, il s'est penché vers l'arrière en frappant, c'est pour ça qu'il a manqué le cadre. L'intéressé lui-même a reconnu à l'issue de la rencontre, toujours au micro de la BBC, à propos de cette volée ratée. 9 fois sur 10, je vais marquer dans ce genre de situation, mais cette fois, je n'y suis pas arrivé. Toujours les amis, hein, pour ceux qui font du foot, hein, toujours se coucher sur le ballon, on vous le dit, hein, le corps en avant quand on va tirer, hein. Sinon, le ballon part en tribune ou derrière les filets pour ceux qui font du five. Toujours, hein, toujours bien se coucher sur le ballon. C'est simple, efficace. Évidemment, je le mets en place à chaque fois que je fais un five. Euh, Bref, 3 ballons touchés dans la surface ghanéenne. Plus globalement, le joueur du Bayern, auteur de 61 buts cette saison avec son club, n'a pas réussi grand-chose face aux Black Stars. Lui qui n'a touché que 19 ballons dans seulement 3 dans la surface adverse et qui, en dehors de son loupé final, s'est mis en valeur via une frappe contrée par Marvin Senaya et une autre aisément captée par Assaré. Kane, qui aime habituellement dézonner pour perturber les défenseurs centraux adverses, a cette fois passé beaucoup de temps au cœur de l'arrière-garde ghanéenne. Isolé du reste de ses coéquipiers, c'est difficile de jouer dans cette position face à un bloc bas, a analysé Rooney après coup. Cette impuissance de Kane soulève une question à laquelle l'équipe d'Angleterre a été souvent confrontée ces dernières années. Elle est trop dépendante de son capitaine. C'était le cas indubitablement lors de l'Euro 2024 quand les limites physiques de Kane, qui souffrait du dos, avaient largement contribué à la pauvreté du jeu offensif proposé par les Three Lions en Allemagne. En zone mixte après la rencontre face aux Ghanéens, on a demandé sur le ton de la boutade à Eberechi Eze si l'équipe d'Angleterre était capable de marquer les sorts où Kane reste mieux face au but. C'est l'impression que vous pouvez avoir parce qu'habituellement, Harry marque énormément de buts et se montre très efficace, a répondu le gunner. Mais en réalité, on a énormément de talent et de créativité et différentes options pour marquer. Sachant que lui n'est pas sur le terrain. Gordon et Madueke ne sont pas des buteurs. On peut en douter en réalité quand on songe que les deux ailiers alignés aux côtés du Bavarois mardi soir, Anthony Gordon et Noni Madueke, ont marqué à 9 reprises à eux deux cette saison en première ligue. Pas ouf. Pas ouf du tout même. Quant aux attaquants de pointe susceptibles de remplacer Kane au sein du groupe anglais, Oli Watkins et Ivan Toney, ils peinent à se montrer réguliers en équipe nationale, le premier ayant inscrit 2 buts lors de ses 12 dernières capes, le second n'ayant trouvé qu'une fois les filets en 8 sélections. Sachant qu'il joue du côté de l'Arabie Saoudite, Ivan Toney, pas ouf.
Qu'importe pour Tourelle qui a battu son équipe autour de son capitaine, là c'est plutôt logique, dont il a implicitement reconnu l'importance prépondérante en conférence de presse. Mardi soir, est-ce que l'Argentine dépend trop de Lionel Messi? Est-ce que la France dépend trop de Kylian Mbappé? C'est tout simplement ce qu'on fait quand on possède des joueurs de classe mondiale. En général, ils font ce qu'ils ont à faire. Il est naturel pour nous de nous appuyer sur Harry. Il aimerait les responsabilités, il les prend. Aujourd'hui, il n'a pas été aussi impliqué que nous l'aurions souhaité, mais c'était simplement parce que les espaces étaient extrêmement réduits. Avant d'aboutir à une conclusion pas forcément convaincante, nous comptons sur Harry parce que nous avons la chance de l'avoir comme avant-centre, mais nous ne dépendons pas trop de lui. Le troisième match des Anglais en phase de groupe, programmé samedi à East Rutherford face au Panama, au cours duquel Kane pourrait être ménagé en vue de la suite de la compétition, livrera des enseignements précieux à ce sujet précis. Bah, à voir hein, si Harry Kane est sur le banc lors de ce match contre le Panama, qui sera utilisé, qui marquera les buts pour l'Angleterre. J'aimerais bien savoir, tu vois, pour le coup. Merci à Arturito pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hattrick, mon ami. Ça fait plaisir. Encore une fois, une personne de plus dans la communauté Hattrick. On est de plus en plus chaque matin. Merci beaucoup. On continue sur la déclate de Bellingham après le match aussi. Ça arrive, Bellingham affirme que l'Angleterre ne va pas s'inquiéter après le match nul contre le Ghana. Un article de Joel Barnett de Joel Barnett pour Flashcore, pardon. Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a assuré que le match nul et vierge face au Ghana mardi pourrait s'avérer être une préparation précieuse pour les défis à venir lors de la Coupe du Monde. Malgré une large domination dans la possession et de nombreuses occasions créées au Boston Stadium, l'Angleterre n'a pas réussi à faire sauter le verrou d'une équipe du Ghana disciplinée, solide défensivement et dangereuse en contre. L'Angleterre a contrôlé 78,8% du ballon et tenté 19 tirs, mais l'équipe de Thomas Tuchel a manqué de tranchant contrairement à son spectaculaire succès 4-2 contre la Croatie lors de son entrée en lice dans le groupe L. Pour Bellingham, ce match nul a surtout mis en avant l'importance de s'adapter à différents styles d'adversaires lors d'un grand tournoi. On ne va pas affronter uniquement des équipes européennes ou celles auxquelles on est habitué, a déclaré le joueur de 22 ans au journaliste après être devenu le plus jeune joueur à atteindre 50 sélections avec l'Angleterre. Merci à Tony Suarez Felgueras aussi pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hattrick. L'équipe qui m'a le plus marqué pour le moment, c'est la France. Ouais. La France, la Norvège, hein. France-Norvège, c'est plutôt pas mal dans ce groupe I. Après l'Angleterre, avec ce 4-0, bon, contre une équipe faible, mais toujours pareil, hein. 4-0, plutôt pas mal aussi. Qui est-ce qui a pu impressionner aussi? Le Maroc. Le Maroc fait une très bonne, un très bon, le match nul contre le Brésil, plus la victoire derrière. Euh, Victoire? Non, bah, pas victoire, ils ont pas joué encore. J'ai de la merde. J'ai de la merde, mais ça va être une victoire. Voilà. Le Maroc aussi. Attendez que je dise pas de conneries. Wow! Ça y est, je suis fou. Non, c'est ça? Oui, c'est ça, victoire derrière. Je suis un malade. Je suis clairement un malade. Euh, Ouais, c'est ça. Ok, donc voilà. Après, pour avoir mis les autres équipes qui m'ont impressionné. Ah, l'Argentine, hein, l'Argentine, ils ont pas pris un but, ils en ont mis 6. Voilà, je sais pas si je suis impressionné, mais oui, toujours impressionné par Lionel Messi, évidemment. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on disait sur du Bellingham? Oui, c'est incroyable de pouvoir affronter aussi un adversaire africain solide qui propose des menaces complètement différentes. Et vous l'avez vu aujourd'hui, c'est difficile de les déstabiliser. Ils ont été exceptionnels en contre-attaque. Ils ont toujours gardé cette petite part de crainte en nous quand on attaquait. Mais ce qui fait la beauté de la Coupe du Monde, c'est justement d'affronter des équipes, des joueurs, des styles de jeu qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Cela nous sera très utile pour la suite du tournoi, c'est certain. L'Angleterre aborder ce match en sachant qu'une victoire lui assurerait une place en phase à élimination directe aux côtés des habitués de la Coupe du Monde que sont l'Argentine, la France et l'Allemagne. Au lieu de cela, la sélection est restée frustrée de ne pas avoir concrétisé sa domination par des buts. L'Allemagne aussi, hein, toujours se méfier de cette équipe allemande, même si c'est un renouvellement de génération aussi. On voit hein, que ça reste quand même une équipe solide, disciplinée. Hein. Donc toujours se méfier des Allemands.
Très frustrant a reconnu Bellingham. Deuxième match, même syndrome que d'habitude chez nous, on dirait. Dans les tournois auxquels j'ai participé, c'est toujours pareil. Une bonne prestation pour commencer, une belle victoire, puis le deuxième match qui frustre un peu à cause de leur défense, de leur organisation. Bravo à eux, ils ont obtenu exactement ce qu'ils étaient venus chercher. On n'a pas réussi à les faire plier malgré tous les corners, toute la possession, tous les tirs lointains. Harry Kane a eu la meilleure occasion du match à la 86e minute de jeu, mais il a envoyé sa frappe au-dessus après que le remplaçant Nico Aurélie a trouvé la barre de la tête. Bellingham a assuré qu'il n'y avait aucune panique dans le vestiaire. Je lui ai juste dit de ne pas tout gâcher maintenant, a-t-il plaisanté. Aucun souci, pas de stress, pas de drame dans le vestiaire, on a 4 points, on est bien placé. En tant que joueur expérimenté, mon message a simplement été de rester positif, de garder la bonne ambiance qu'on a instaurée. Ce n'est pas la fin du monde. L'Angleterre va désormais se concentrer sur le Panama pour son dernier match de groupe où une victoire garantirait sa qualification pour la phase d'élimination directe. C'est comme ça arrive à ajouter Bellingham, c'est important pour nous et pour vous aussi, les médias, de ne pas devenir trop négatifs, de ne pas trop dramatiser. On va se préparer, regarder les images pour voir où on aurait pu faire mieux et se préparer pour le Panama. La dégla aussi de Eberechi Eze qui invite à son équipe à ignorer ceux qui ne jouent pas. Bon, en gros, c'est de ne pas écouter les critiques. Hein, hein. Le milieu de terrain anglais Berrecchese a exhorté ses coéquipiers à ignorer les critiques extérieures après leur frustrant match nul et vierge face au Ghana lors de la Coupe du Monde. L'attaquant d'Arsenal a fait ses débuts dans le tournoi mardi et a assuré que le groupe restait serein malgré ce résultat décevant qui les oblige à obtenir un résultat lors de leur dernier match de groupe, décrivant la Coupe du Monde comme un long parcours. C'est normal, a-t-il déclaré aux journalistes à propos des réactions négatives. Il y aura toujours des avis extérieurs sur ce qui se passe et sur ce qu'ils pensent du match, mais on ne s'y attarde pas trop, on a confiance en ce que l'on fait. On ne peut pas passer trop de temps à écouter des gens qui ne jouent pas et qui ne sont pas sur le terrain. On sait ce qu'on fait, on a confiance en ce qu'on fait et on est confiant, c'est tout ce qui compte. Rajoute encore en confiance, j'arrive plus à le prononcer. C'est un long parcours, il ne faut pas être trop euphorique ni trop abattu, il faut croire en ce que l'on fait à l'instant présent. On essaie d'en profiter au maximum et d'être confiant pour la suite. Le Ghana est très solide, très compact, ils nous ont mis en difficulté par moment. On a contrôlé en grande partie du match et on a manqué de réussite pour marquer, mais on reste positif, on garde confiance en ce que l'on fait. Et on aborde le prochain match avec confiance. Confiance, hein, c'est le mot en Angleterre, confiance. Ok. Ok, bah voilà pour ce match contre le Ghana. Juste pour finir, la déclaration de Marvin Senaya après le match, hein, le joueur ghanéen. Donc, match nul très positif hein, pour l'Angleterre. Ouais, c'est clair que franchement, on est content de la performance de l'équipe, notamment nous défensivement, de l'attaquant déjà jusqu'à notre gardien. Franchement, je pense qu'on a fait vraiment un match de bonhomme et je pense même qu'on aurait pu mériter plus, peut-être avec un arbitrage un peu plus clément. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, on ne contrôle pas tout et aujourd'hui, on est très content de la performance qu'on a réalisée. Il y a le capitaine qui montre l'exemple parce qu'il était attaquant Ayou aujourd'hui, enfin comme d'habitude d'ailleurs, mais il s'est battu comme un fou, il a gêné tous les défenseurs dans les duels, ça montre l'exemple et il y a une solidarité dans votre équipe. Bien sûr, il est là pour ça. Je pense qu'il nous lead sur ça. Au quotidien, il nous pousse même que ce soit aux entraînements et aujourd'hui comme en match. On voit tout le travail qu'il fait. Et, bien sûr, derrière, on est obligé de suivre. Donc, franchement, avoir un capitaine comme ça, c'est très gratifiant. Et puis, j'espère qu'il va continuer à nous pousser encore plus vers le haut pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Le plus loin possible. Je pense qu'on a les capacités, le groupe pour aller loin. Après, bien sûr, c'est bien beau parler, mais il faut montrer sur le terrain. Je pense que jusqu'à maintenant, on le fait. Et j'espère en tout cas aller le plus loin possible. Et c'est l'objectif. Un nul contre l'Angleterre, pour la confiance, c'est énorme, j'imagine. Un nul contre l'Angleterre, oui, c'est bon pour la confiance, même si bien sûr on aurait préféré la victoire. On ne va pas se cacher. Hein. Je pense qu'on n'était pas les favoris sur ce match-là, mais si nous-mêmes on n'y croyait pas, je pense qu'on n'aurait pas réalisé un match comme ça. Donc je pense que ça reste un bon résultat, bon pour la confiance, notamment après le premier match, après la première victoire. Donc il faut continuer sur ça pour enchaîner contre la Croatie et bien finir dans ce groupe. Le plan de saison que le Ghana n'a pas atteint le deuxième tour du mondial, ça se fait quoi? Beaucoup de fierté, c'est clair qu'il me semble que oui, c'était en 2010 la dernière fois qu'ils sont passés. Donc quand tu vois ce que les aînés ils ont fait, forcément ça t'inspire pour la suite et puis par la grâce de Dieu on ira tout aussi loin, voire plus. Voilà hein, pour les propos de Marvin Senaya, le joueur ghanéen. Donc voilà, le Ghana, hein, potentiellement 16e de finaliste de cette Coupe du Monde. Très positif, très positif. Après leur année compliquée, hein, on le rappelle aussi, il me semble que le Ghana n'a pas participé à la CAN. Ça reste une grande nation africaine, les Black Stars. Et donc plutôt positif pour eux. On verra ça hein, pour la fin du tournoi. On le rappelle, ils doivent affronter la Croatie pour leur dernier match.
La Croatie qui a battu le Panama hier, 1 but à 0. Hier même aujourd'hui à 1 heure du matin. 1 but à 0, but de Ante Budimir en deuxième mi-temps pour les Croates. Bon, le Panama, le parcours est fini, hein. Les coéquipiers de Amir Murillo, l'ancien Marseillais, ils auront un dernier match qui compte pour du beurre. Mais voilà, défaite, hein, on voit dans la composition de la Croatie avec Livakovic qui a encore fait un ou deux arrêts quand même très décisifs dans ce match, hein, surtout en première mi-temps si je dis pas de bêtises, où il lâche cette petite claquette. On le voit aussi, le jeune défenseur qui avait eu un match très compliqué contre l'Angleterre, que je retrouve son nom, Vuskovic, le défenseur de Hambourg, qui est annoncé comme l'une des pépites de ce tournoi, de cette Coupe du Monde 2026, qui n'était pas titulaire, hein, après une prestation compliquée. C'était Soutalo Pongracic en défense centrale, Stanisic à gauche, à droite, pardon, Josko Guardiol à gauche. Au milieu de terrain, on avait Luka Modric, Kovacic et Baturina derrière l'attaquant. Pasalic à droite, Perisic à gauche. Là aussi, hein, Perisic, ça fait un moment qu'on a l'habitude de le voir. Et Moussa devant qui avait mis un magnifique but contre l'Angleterre. Côté de Panama, voilà, très peu de joueurs que l'on connaît, hormis Amir Murillo. Voilà, des joueurs qui sont du côté de la MLS, du championnat local aussi, et pas forcément beaucoup de joueurs. Donc voilà, dans le résumé de ce match, là c'est un peu plus équilibré déjà, mais ça ressemble pas au match de l'année, encore une fois. 0,55 d'XG pour le Panama, 1,65 pour la Croatie, 58% de possession de balle, 6 tirs, 2 cadrés pour les Croates, 1 but, 8 tirs, un seul cadré pour le Panama, 0 but. On le voit quand même des corners, hein, 7 corners pour le Panama qui n'a pas réussi à conclure. Euh, Un seul arrêt, donc je disais un gros arrêt de la part de Livakovic, et un seul arrêt pour le gardien du Panama. Voilà, sur cette victoire, les Croates qui avancent, hein, dans ce groupe L. Ils sont troisième du coup, hein, derrière le Ghana, avec 3 points et une différence de but de -1. Le Panama 0 points, qui devrait quitter la compétition. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, hein. Luka Modric qui fête quand même sa 200e sélection avec la Croatie, c'est le troisième joueur à passer ce cap historique avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Luka Modric, dans l'histoire. Pour les matchs de ce soir, alors on aura Bosnie-Herzégovine contre le Qatar à 21 h. Voilà pour les matchs de ce soir. Kane a baisé ma vie. Ah ouais, carrément. Bah, désolé mon ami. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, Bosnie-Herzégovine, Qatar, on va aller voir les compos probables. Est-ce que Edin Dzeko sera bien titulaire? Il n'était pas titulaire lors du premier match, titulaire lors du deuxième. Est-ce que aussi le jeune le jeune talent Bayraktarevic, il me semble, sera titulaire aussi du côté de cette Bosnie-Herzégovine. Côté Qatar, connais aucun joueur, donc je vais pas vous faire semblant. Ils en ont pris 6, hein, on se rappelle, contre le Canada. Ils ont réussi à faire match nul contre la Suisse. Voilà, potentiellement ils ont une chance, mais on voit aussi, hein, au classement FIFA, le Qatar est 56e alors que la Bosnie-Herzégovine est 64e. Des fois, le classement FIFA est assez étonnant. Évidemment, les amis, on fait extrêmement attention. Si on parie, on va quand même utiliser les codes pour avoir un petit avant-goût, un ressenti de ce match. On ne met pas le PEL ni les études des enfants. On ne parie que l'argent qu'on peut se permettre de perdre, pardon. Désolé, je bégaye. Mais en tout cas, sur la cote de ce match, on voit que la Bosnie-Herzégovine est favorite avec 1,40 à peu près sur tous les sites des bookmakers et une cote à 7 voire 8 pour le Qatar. Donc la Bosnie est plutôt favorite. Tu penses quoi d'Équateur-Allemagne? Équateur-Allemagne, je vois clairement une victoire de l'Allemagne. L'Équateur, ils m'ont clairement déçu, hein. Moi, j'avais lâché une grosse cote. J'avais
lâché une grosse cote en mode l'Équateur peut finir première du groupe devant la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Bon, au final, ça pue le foin. Donc, je suis assez déçu de cette équipe équatorienne, hein, où je trouvais qu'il y avait des joueurs tout de même intéressants, hein, des joueurs que l'on connaît. Mais voilà, finalement, ça ne le fait pas, hein. C'est peut-être l'expérience Coupe du Monde qu'ils n'ont pas forcément. J'ai mis tout sur la Suisse. Alors, pour Bosnie-Herzégovine-Qatar, donc on a dit la Bosnie plutôt favorite. Et on a aussi l'autre match dans ce groupe avec la Suisse contre le Canada. Donc t'as tout mis sur la Suisse, mon ami? J'aurais fait, alors j'aurais peut-être pas tout mis, mais j'avoue que j'aurais mis tout de même la Suisse, même si le Canada, voilà, ils ont mis 6 au Qatar. Ils ont perdu quand même un joueur important avec Ismaël Koné. Mais voilà, les compos probables, le 4-3, 1-2 de la part du sélectionneur suisse avec Kobel dans les cages, Akanji, Elvedi en défense centrale, Ricardo Rodriguez à gauche, Widmer à droite dans cette défense. Euh, Au milieu de terrain, Freuler, Xhaka, Manzambi, la pépite suisse, hein, le joueur de Fribourg qui tire son statut, hein, de jeune à surveiller. Donc voilà, et cette attaque avec Danendoy, Vargas et Bril Mbolo. Voilà, Mbolo aussi, on en parlait tout à l'heure, il faudrait qu'il marque. Lui qui n'a failli pas venir, hein, pour cette équipe suisse pour des histoires de visa. La Suisse, clairement, favorite. On voit cette équipe du Canada avec ce 4-4-2, avec Crépeau dans les cages, de Fougerolles en défense centrale, Moïse Bombito, qui finalement est possiblement apte pour ce match, Larea à gauche, Johnston à droite, Buchanan, le joueur de Villarreal à droite, au milieu de terrain, Saliba, Eustakio, alors c'est pas William Saliba, hein, les amis, c'est Nathan Saliba, qui joue du côté de Anderlecht en Belgique, Ahmed à gauche, et l'attaque Larin, Jonathan David, le buteur de la Juventus de Turin. Donc voilà, je vois la Suisse favorite, tu dirais combien? Allez, Vincent, fais ton petit MPP maintenant. Je mettrai victoire de la Suisse, 2 buts à 1. Voilà. Vous voulez les buteurs? Je mettrai un but de Jonathan David et côté suisse, un but de Vargas et de Granit Xhaka. Granit Xhaka, il me semble qu'il tire les pénaltys, donc je vois bien un petit pénalty pour la Suisse. Donc voilà, Xhaka Vargas, on y va, on pose, hein, le petit billet, 5 euros, grand max, on prend pas de risque. En tout cas, sur les cotes, on voit que c'est plutôt équilibré quand même, hein, la Suisse, hein, une cote à 2,30 à peu près. Le match nul est à 3,20, 3,10, 3,15, on voit à peu près. Et le Canada, bah pareil, 3,20, 3,40, 3,50 à peu près une nouvelle fois pour ces cotes. Donc voilà, la Suisse favorite, mais ça reste très léger. Voilà, dites-moi, hein, dans les commentaires qui vous mettrez aussi. Je vois qu'on m'a dit, donc j'ai tout mis sur la Suisse. Est-ce qu'il y en a qui voient le Canada plutôt, ou peut-être un match nul entre ces deux équipes? J'ai très peur de l'Équateur quand même. Bon, l'Équateur. Après, c'est solide, l'Équateur. Défensivement, c'est plutôt solide. Mais je pense que l'Allemagne, hein, l'Allemagne, ils m'ont plutôt convaincu. J'avoue que j'étais assez sceptique sur cette équipe. Mais, euh, mais j'avoue que je l'ai. En plus, j'avais senti quand même qu'ils allaient peut-être retourner le match contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui avait fait un très très bon match contre cette équipe de l'Équateur qui n'arrive pas à marquer clairement, hein, qui a beaucoup beaucoup de mal à marquer. Je pense que ça va être plutôt pas mal. J'ai mis Canada mais en dehors du combiné. Il n'a pas pris de risque, bien vu. Donc voilà pour ces matchs du groupe A, si je dis pas de bêtises. Groupe B, pardon. On passe à l'autre groupe, donc cette fois-ci c'est le groupe C avec Écosse-Brésil. Écosse-Brésil ce soir enfin ce soir, cette nuit à minuit pour ce troisième match le début des troisièmes matchs de phase de groupe. Alors pour la compo du Brésil, on va voir Alisson dans les cases sûrement, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo à droite, hein, qui a pris la place de, je sais plus c'était quel joueur qui s'est blessé, enfin qui était sorti à la mi-temps contre le Maroc. J'ai plus son nom, je crois que c'est Léo
Pereira, si je dis pas de bêtises, avec Douglas Santos à gauche. Au milieu de terrain, Bruno Guimaraes, Casemiro, peut-être Lucas Paqueta en numéro 10 plutôt qu'un milieu à 3. Et après, en attaque, je pense qu'on reverra Mateus Cunha sur le terrain, Vinicius Junior. Et là, à droite, on nous a mis Ryan plutôt que Luis Enrique. Sur le match contre Haïti, le Brésil s'était présenté avec Rafinha à droite. Alors, est-ce que Carlo Ancelotti va faire tourner? On verra. Donc voilà, et pour cette équipe écossaise, alors il faut que je me remette sur le match, désolé. Voilà, sur cette équipe écossaise, hein, le duo McTominay, McGinn-McTominay sur cette équipe écossaise, mais voilà, un 4-4-1-1 avec Gunn dans les cages, Henry Hanley en défense centrale, Andy Robertson à gauche, Patterson à droite, Ferguson Christie au milieu de terrain avec McGinn, pardon, à gauche. À droite, Gannon Doc et McTominay derrière l'attaquant. Et Che Adams devant. Mais voilà, la bonne info pour cette équipe du Brésil. Alors, au niveau des cotes, là aussi, l'Écosse, équipe très très chiante à jouer, on l'a déjà dit, hein, le Maroc a seulement fait 1-0 contre cette équipe écossaise. Brésil sans problème va l'emporter. Sans problème, je n'irai pas jusque-là, mais je les vois clairement favoris. On voit 1,30 à peu près pour le Brésil, cote à 9 pour l'Écosse. Mais voilà, hein, cette équipe du Brésil qui nous fait un peu peur, qui nous fait douter quand même, hein. Ils sont 5 étoiles sur le maillot. Mais la bonne nouvelle, on en parlait en début de live, le Ney est de retour et dans le groupe. Absent lors des 2 premiers matchs du Brésil, Neymar devrait entamer sa Coupe du Monde contre l'Écosse mercredi. Remis de sa blessure à un mollet, le numéro 10 brésilien devrait débuter sa Coupe du Monde contre l'Écosse mercredi soir à minuit avant de viser une titularisation en 16e de finale. Titularisation, attention, hein, Carlo Ancelotti, il a des préceptes qui veut pas trop bouger, hein. On l'a vu, hein, tous les mêmes sur X avec Hendrik qui m'ont fait bien rire. Donc avec Neymar, on verra. Déjà, on sent qu'il a pris un peu sous la contrainte. Donc on verra si vraiment il peut être titulaire avec cette équipe brésilienne. Remis de sa blessure à un mollet, le numéro 10 brésilien Neymar devrait débuter sa Coupe du Monde contre l'Écosse mercredi soir avant de viser une titularisation en 16e de finale. C'est un article de Hugo Guillaumet pour l'équipe. Il n'a pas encore joué une minute dans cette Coupe du Monde, mais son retour occupe déjà une place importante dans la vie de la Seleção. Neymar devrait retrouver le terrain contre l'Écosse lors du 3e match de groupe du Brésil mercredi soir à Miami avec un ordre de jeu encore limité. Carlo Ancelotti ne veut pas prendre de risque avec son numéro 10 remis de sa blessure à un mollet contracté avant le début du tournoi. Le plan le plus probable reste une entrée en fin de match autour de 20 minutes pour le remettre dans le rythme sans l'exposer. Le Brésil a besoin de gagner pour assurer la première place du groupe C et Neymar a besoin de rejouer. Les deux urgences peuvent se rejoindre à condition de bien doser. Depuis plusieurs jours, le joueur ne ressent plus aucune gêne et il progresse physiquement. Pendant que l'équipe se rendait à Philadelphie en quart pour affronter Haïti, lui a été préservé et a travaillé avec l'idée de récupérer le temps perdu plutôt que d'en perdre davantage sur la route. Admiré par ses coéquipiers. Dans le groupe, son retour à l'entraînement collectif depuis une semaine a ramené de l'énergie. Neymar parle, chante, sourit et représente pour beaucoup de ses coéquipiers un repère, voire une idole. Neymar ne sera jamais un problème ici, au contraire, assure une source à la CBF. Le statut de l'ex-parisien n'a pas disparu avec les blessures ni avec les débats sur sa place réelle dans cette équipe. Il est celui que les autres regardent pendant les séances parce qu'ils l'admirent et savent qu'un geste à part peut survenir à tout moment. C'est ça les joueurs spéciaux, les amis. On disait, hein, ouais, Neymar, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est ça qu'il apporte à cette équipe brésilienne, du smile, du kiff. Et nous, c'est ce qu'on veut voir à la télé, que des horribles joueurs là, putain, le Joga Bonito brésilien, les amis, c'est ça qu'on veut voir, putain. Désolé, je m'enflamme. Il évolue encore à un très haut niveau et je peux vous dire qu'il met beaucoup d'intensité dans l'entraînement, explique Gabriel Martinelli. L'ailier d'Arsenal a surtout retenu son envie d'être avec le groupe et cette qualité technique incontestable, que personne ne discute. Il sait aussi ce que sa présence lui impose à lui comme aux autres. On pourrait tous courir 30 mètres de plus à chaque course pour tirer le meilleur de Neymar, Vini ou qui que ce soit. Monter en régime en vue du 16e de finale du Brésil, c'est l'équilibre qu'Ancelotti cherche à construire. En vue de la suite de la compétition avec le ballon, Neymar pourrait être utilisé dans l'axe, libre en soutien de Mateus Cunha, pour se placer entre les lignes, orienter les attaques. Hors possession, Cunha redescendrait, travailler. Désolé, je me perds.
Travailler dans le blog dans un rôle proche de celui de Richarlison en 2022 afin de décharger Neymar des tâches plus ingrates. Nous sommes tous très heureux de son retour sans enthousiasme. Son ami Lucas Paqueta, c'est un joueur important pour notre sélection et il a une très belle histoire ici. Dans une Coupe du Monde où Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Mohamed Salah ou Harry Kane euh, Harry Kane ou Lamine Yamal ont déjà marqué. Neymar, meilleur buteur de l'histoire de la CSAO, 128 sélections, 79 buts, reste le dernier grand nom offensif encore attendu. Peu de joueurs de notre équipe jouent avec autant de personnalité que lui, a résumé l'ancien international Careca. C'est un génie. Le Brésil l'espère surtout génial et décisif en 16e de finale en début de semaine prochaine. Avant cela, il y a l'Écosse, une première place à chercher et une Coupe du Monde à démarrer pour le Ney. Donc voilà, hein, des articles plutôt flatteurs quand même pour Neymar. Alors, on avait aussi un article que j'ai trouvé. Alors là, je pourrais pas vous l'afficher, mais voilà, Neymar est-il le sauveur du Brésil? Alors que la Coupe du Monde 2026 est bel et bien lancée, hein, de nombreuses légendes du football participent probablement à leur dernière compétition internationale. Cristiano Ronaldo avec le Portugal, Lionel Messi avec l'Argentine, Manuel Neuer avec la Mannschaft ou encore Luka Modric avec la Croatie. N'hésitez pas à me répondre, hein, dans le chat. Est-ce que Neymar est-il le sauveur du Brésil? Est-ce que vous voulez voir ce joueur sur le terrain? Parmi tous ces joueurs, il y en a un qui fait plus parler que les autres. Il l'a fait tout au long de sa carrière, et quoi de mieux que les projecteurs américains pour le remettre en lumière? Vous savez de qui je parle, le seul, l'unique, Neymar. La Seleção emmenée par Carlo Ancelotti a démarré sa Coupe du Monde par un match nul et un but partout contre le Maroc, mais la sélection aux 5 étoiles ne fait plus rêver malgré des noms ronflants comme Vinicius Junior, Bruno Guimaraes, Rafinha et Lucas Paqueta. La star que l'on voulait voir, c'était lui, le Ney, celui qui nous a fait vibrer avec Barcelone, qui a échoué à Paris, et celle qui n'a joué que euh, celle qui n'a joué que 3 petits matchs en Arabie Saoudite. Revenu dans le club de ses débuts Santos il y a un peu plus d'1 an, il a tout donné pour s'offrir un dernier road trip avec la tunique au Riverde. On le sait, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu avec le Mister, lui qui n'en voulait pas, mais qui a cédé à la pression populaire, qui voulait voir la star du pays redonner un peu de magie à ce football qui n'en a plus. Mais Neymar peut-il avoir du temps de jeu avec le Brésil? On l'a vu lors du match contre le Maroc et des précédentes performances, le Brésil ne produit plus son Joga Bonito malgré une victoire 6 buts à 2 en match de préparation contre le Panama. Ils ne font pas partie des favoris à la victoire finale, ni même des outsiders. Le Brésil de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho n'est plus craint. Revenons-en au match contre le Maroc. L'impression visuelle n'est guère flatteuse. Dans les stats, c'est un match nul mérité. Marquinhos et comparses n'auront besoin de plus s'ils souhaitent aller loin. Dans une poule où Haïti ne devrait pas être un obstacle, on peut douter d'un résultat positif contre l'Écosse et de la doublette McTominay et McGinn. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que peut apporter dans cette équipe un Neymar qui n'a pas joué avec le Brésil depuis octobre 2023? Quand on regarde les 4 offensifs du 4-2-3-1 de Carlo Ancelotti, Vinicius à gauche, Rafinha en 10, Lucas Paqueta à droite et Igor Thiago devant. Alors là, c'était le match contre le Maroc. À l'heure de jeu, entrée de Matheus Cunha et Luis Enrique, pas mal, mais peut mieux faire. Première question, son utilisation serait-elle dans un rôle de titulaire? On y croit très peu, son rôle, s'il peut jouer, ressemble à un dynamiteur en fin de match, mais Carlo ne doit-il pas changer son 11 de départ avec un Vini plus axial et le rôle d'un Rafinha sur le côté gauche ou la place de la jeunesse avec Hendrik, seul devant la place d'Igor Thiago? Donc le choix a été fait, hein, Matheus Cunha plutôt que Igor Thiago, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on voulait voir aussi. Une chose est sûre, c'est que ça manque de magicien. Et Neymar fait partie de ces joueurs qui nous mettent les étoiles dans les yeux. Si l'on se mettait à rêver après les miracles accomplis avec Santos lors de son retour, il pourrait en produire avec son numéro 10 dans le dos. La technique, ça ne se perd pas. La tactique, faites la passe et laissez la magie opérer. Son physique est le vrai point d'interrogation. Il vient de reprendre l'entraînement collectif. Pourrait-on le voir quelques minutes, quelques secondes et redonner le sourire à tout le peuple brésilien? Donc cet article a dû être écrit peut-être avant le match contre Haïti ou juste après en tout cas. À l'image de l'Argentine avec Messi, les 25 coéquipiers de Junei peuvent-ils lui redonner les jambes et les ailes de ses années dorées, se mettre au service d'un des plus grands talents des 15 dernières années pour décrocher une 6e étoile? Ou c'est dans un rôle de grand frère pour Vini qui a du mal à exploiter son plein potentiel sous le poids du maillot, Hendrik qui rêve de marcher sur les traces de Bobby Charlton ou Rafinha qui souhaite marquer le Barça comme il l'avait fait jadis. Un seul homme peut nous donner cette réponse, celui qui peut lever son sourcil aussi haut que le talent de Neymar. C'est bien Carlo Ancelotti.
Donc voilà, à voir si Carlo peut-il faire confiance à Neymar pour cette équipe du Brésil. Voilà pour ce match. Est-ce que j'avais d'autres choses pour ce match? Non, je pense que tout est bon. Salut à Philippe qui est présent sur le live. Bienvenue bienvenue. Si tu as des questions, des affirmations concernant les articles concernant Neymar ou peu importe, n'hésite pas. Afrique du Sud, Corée du Sud, un petit avis. Désolé, j'avais pas vu le chat. On va en parler juste après Afrique du Sud, Corée du Sud. Alors là, c'est pas un match qui me fait rêver. J'avoue que les deux équipes. Je mettrais plutôt la Corée parce que je préfère que la Corée passe. Hein. L'Afrique du Sud, pour moi, c'est une équipe de rugbyman vraiment. Suisse-Canada, les deux équipes marquent, ça passe. Ben, notre prono, c'était 2-1 pour la Suisse. Donc pour moi, ça passe. T'as donné les mêmes analyses que que notre site MDR. T'es fort. C'est-à-dire. C'est-à-dire, quelles mêmes analyses que notre site? Déjà, quel site? Quel site? Maintenant que tu t'en parles, fais-nous une petite pub. Analyse foot par IA qui claque, agent intelligent Claude, résultat net. Waouh! Qu'est-ce que c'est Voltmatch? Oh, j'espère que c'est pas des trucs bizarres, hein. Voltmatch, l'analyse de foot par IA qui lit le match avant tout le monde. Ok. En fait, je suis une IA. Je suis un robot, c'est ça que t'es en train de me dire? On a une IA qui analyse tous les matchs compo et tout est match en direct. Bon, c'est tout déclaré, MDR, on est dans la loi. Non, je rigole, hein. Y a pas de souci, mon frérot. Ok. Mais c'est stylé en vrai. Un crédit, une analyse, ok. Analyse claim, ok. Première. Comment ça marche? Chaque agent analyse sa partie, puis la synthèse arbitre, ok. Reçoit ton analyse, ok. Merci pour les 2 roses, ça fait extrêmement plaisir, mon. Mais c'est pas toi qui fais des lives, tu fais pas des lives sur Twitch aussi? Parce qu'il y a un mec qui utilise ça sur Twitch, alors que j'ai plus son nom, je sais pas s'il est en live actuellement. Mais je suis tombé sur ça la dernière fois. Un mec qui faisait des lives par rapport aux analyses IA. Que je me retrouve. J'ai plus son nom, je suis désolé. Non, on vient de débarquer, on a que nos petits clients fidèles. Putain, c'était qui ce mec? J'arrive plus à savoir. Bref, n'hésitez pas à venir follow sur Twitch aussi. Je sais plus, mais il y avait un mec la dernière fois sur Twitch qui faisait des analyses de foot par rapport à l'IA aussi. Bon, en tout cas, c'est stylé, n'hésitez pas à aller voir les amis. Voilà, Volt Match. Hein, alors, on va essayer de mettre le lien que je m'y retrouve. Copier l'adresse du lien. Voilà, on le met dans le chat. On le met dans le chat pour ceux qui souhaitent aller voir. Hein. Vous inquiétez pas, le truc a l'air plutôt safe quand même. Voltematch.fr les amis, n'hésitez pas. Je sais pas si ça l'a mis ou pas. Bref, bah force à toi mon gars. On recrute d'ailleurs si tu veux être un de nos influx foot accès gratuit et tout. J'aime beaucoup. Bah écoute, on pourra en discuter en DM, on va poursuivre ce live quand même. Donc merci pour le follow déjà, merci pour les cadeaux aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et si on peut donner de la force, ben on le fait. Mais en tout cas c'est très intéressant. Et comme tu l'as dit, de toute façon, j'ai le pouvoir de l'IA. Je lis tout ce qui passe dans le foot. Voilà. Donc, sur Neymar, on a fait le tour. Ancelotti confirme que Neymar sera bien là, donc tout est bon. L'attitude de Neymar ces derniers jours a été très bonne. Il connaît très bien ses coéquipiers. Il a travaillé sérieusement avec beaucoup d'implication. Il a tout fait pour revenir sur le plus vite possible. Je suis très content de lui. S'il ne joue pas, il aide par son expérience, sa connaissance du jeu. Il aide les jeunes. Il va très bien. Parfait, parfait. Que du positif pour cette équipe brésilienne, donc on espère. On suivra ça de près cette nuit. Dans leur poule, le Maroc affronte Haïti, hein, le Maroc favori de ce match, clairement. Hein, voilà, 1,18 de code, 17 de code pour l'Haïti. La compo probable de nos amis marocains avec Bono dans les cages, le 4-2-3-1 présenté par Mohamed Ouabi. Mazraoui à gauche, Hakimi à droite, Riyad Diop en défense centrale, c'est ce qu'on a déjà vu. El Ainaoui Boadi. Là aussi, très gros milieu de terrain, on en parle. Hein. El Ainaoui, Boadi, Unai, pardon.
C'est du solide. En attaque, El Khanou, Saibari et Brahim Diaz. Côté Haïti, avec pas mal de joueurs qu'on connaît quand même, Johnny Placide, Arcus à droite, hein, c'est un 4-4-2, avec Adé Delcroix en défense centrale, Expérience à gauche, Providence à gauche, au milieu, Bellegarde, Jean-Jacques, dans l'axe, Didson à droite, et devant Pierrot et Wilson Isidore, le buteur de Sunderland. Bon, le Maroc est clairement favori. On va voir s'ils peuvent finir premier de leur poule, hein. On nous a déjà posé la question comment on voyait le Maroc. Ben, le Maroc, c'est plutôt solide, hein. À voir ce qu'ils peuvent faire, hein. Moi, j'ai dit quart de finale pour le Maroc dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'ils peuvent nous surprendre? On rappelle, hein, il y a un joueur du nom de Saibari qui vient de signer et qui va signer pour quasiment 50 millions du côté du Bayern Munich. Donc voilà, hein, le Maroc. On va voir ce qu'a révolutionné le sélectionneur marocain, Mohamed Ouabi. Tu penses quoi, Norvège-France? Je veux mettre France, mais la Norvège avec Haaland. Norvège-France, Norvège-France. Bah, moi, je mettrais quand même une victoire. Moi, de toute façon, on l'avait dit lors du premier match contre le Sénégal, je veux un statement, quoi qu'il arrive, de l'équipe de France dans ces phases de groupe. Qu'on soit éliminé plus tard, bon, ça sera dommage, mais je veux quand même un statement, envoyer un message pour la suite de la compétition. Et donc, je veux 3 victoires dans cette phase de groupe. Donc, je pense que l'équipe de France, et bon, Didier Deschamps ne sera pas présent, mais je pense que c'est dans la volonté de tout le staff d'envoyer un signe pour pour la suite de la compétition. Et donc, il n'y aura pas forcément énormément de turnover. Sachant que c'est une place enfin, c'est un match pour la première place du groupe. Après, en fonction des tirages, ben, des fois, les calculs peuvent être bons de perdre ce match. Mais clairement, moi, je vois une victoire de l'équipe de France. Alors, après le score, honnêtement, 3-2. 3-2 pour l'équipe de France, ça peut être pas mal. Euh, Mais en tout cas, ou sinon, vraiment, pour clore le truc, hein, un 2-0 avec un clean sheet des Bleus, ça peut être cool. Voilà. Doublé d'Mbappé, ouais, je pense que voilà, doublé d'Mbappé, c'est le quota en ce moment en Coupe du Monde. Euh, mais pourquoi pas encore un bon match de Ousmane Dembélé aussi. Mais ça va pas être une équipe facile, hein, cette équipe norvégienne. Mais voilà, la France doit être au-dessus de cette équipe. On revient sur l'équipe marocaine. Pressing intense, changement de pointe et nouvelle assise défensive. Avec Mohamed Ouabi, le Maroc a bien changé depuis la Coupe du Monde 2022 et la fin de l'ère Regragui. En quelques semaines, Mohamed Ouabi, le nouveau sélectionneur du Maroc, a posé sa patte sur l'équipe du Maroc avant d'affronter Haïti. Retour sur ces changements clés. On le rappelle, hein, Mohamed Ouabi, c'était le coach de l'équipe U20 marocaine, hein, qui avait gagné la Coupe du Monde. Donc qui sort pas de nulle part et qui doit connaître un ou deux joueurs, peut-être qu'il les a vus passer dans les sélections de jeunes. Donc confiance en ce coach, même si Walid Regragui avait fait du très très bon travail. Et c'est parti en autre boudin avec évidemment cette finale de la CAN. C'est un article de Hervé Penaud pour l'équipe. Le Maroc avait brillé lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar avec la meilleure performance demi-finale réalisée par une équipe africaine dans cette compétition. Après le remarquable travail de Walid Regragui, Mohamed Ouabi, issu de la formation des jeunes en Belgique, a ajouté sa patte. S'il a pris des décisions fortes en écartant certains cadres comme Youssef En-Nesyri et en emmenant des jeunes pousses venus de son équipe U20, championne du monde, le sélectionneur a insufflé ses idées tactiques et mis en musique un collectif. Ce n'est plus l'équipe de 2022, même si Ouabi pourrait être amené à apporter des modifications contre Haïti. Une base s'est dégagée, retour sur les premiers enseignements importants. Paré au plus que pressing. Regragui avait été contraint d'aller vite en récupérant l'équipe peu de temps avant la dernière Coupe du Monde, sans réel stage préparatoire. Il avait façonné une machine où la défense ultra solide servait de socle avec Hakim Ziyech et Sofiane Bouffal, non retenus aux États-Unis en hommes créatifs. L'équipe a été restructurée, le bloc évolue plus haut, les pressings sont très intenses comme on l'a vu, notamment en première mi-temps contre le Brésil ou même l'Écosse. Le Maroc vient maintenant pour imposer son jeu, étouffer l'adversaire, pas pour le contrer, cela met en valeur un travail collectif de grande qualité où la vitesse prime. L'avis d'Abdeslam Ouadou, ancien international marocain, entraîneur des Orlando Pirates, champion d'Afrique du Sud. C'est une équipe sereine, elle connaît le projet de jeu, on est plus dans l'identité marocaine des équipes joueuses, c'est teinté d'un peu d'arrogance, c'est important,
car elle n'est pas mal placée. C'est l'idée que le Maroc des années 2020 vient pour chercher des titres, ne se contente pas de passer le premier tour, et Ouabi, vu son passé, connaît les codes de la génération actuelle. Saïbari, la pointe qui pique, une grande idée, alors qu'il possède des pures avancantes qu'il est passé d'En-Nesyri, Ouabi a fait le choix du faux neuf en permettant à son équipe de se développer autour de Ismaël Saïbari, 25 ans, une pointe qui décroche mais qui sait aussi être présent là où ça compte. Ses 2 buts, un par match, attestent de l'impact de ce milieu offensif de base, utilisé 2 fois comme ailier gauche lors de la dernière CAN et de sa connexion avec ses partenaires. Ce n'était pas une évidence au départ, mais Saibari, qu'on dit en partance pour le Bayern, a montré qu'il possédait toutes les qualités, l'intelligence de déplacement, comme sur son ouverture du score contre l'Écosse et l'efficacité dans les positions clés. Saibari a d'ailleurs claqué 4 pions sur ses 4 derniers matchs à ce poste. En partant de derrière, il crée le doute dans la tête de la défense adverse qui ne sait pas comment prendre cet électron libre. Il apparaît au dernier moment dans la profondeur avec Diaz qui peut lui mettre des top ballons. Il équilibre aussi l'équipe qui peut jouer en transition sur lui. Le carré magique, avec l'absence de Naïef Aguerd et de la fin de carrière de Romain Saïs, l'axe du Qatar, Ouabi a choisi d'associer Shadi Riyad et Issa Diop, le tout chapeauté par le duo Ayoub Bouadji, Nil El Ainaoui. Ce quatuor change radicalement du trio passé composé avec Sofiane Amrabat, présent aux États-Unis mais laissé sur le banc. Cela donne une assise solide mais surtout de la qualité à la construction, la capacité à jouer plus haut qu'il y a 4 ans avec des pressings plus intenses liés au profil des récupérateurs qui peuvent transformer les actions offensives de manière fulgurante. Ils sont capables d'évoluer en transition rapide, de se projeter avec des gros volumes de course. Au Qatar, Amrabat devant la défense, c'était un Golgoth, un bûcheron. Ouabi a apporté plus de technicité avec le duo El Ainaoui Bouadji. Walid avait été vite au Qatar pour trouver son équilibre dans un bloc médian. On avait un 6, on se retrouve en fait avec 2-8 avec Bouadji et El Ainaoui, ça change la nature du jeu. Donc voilà, hein, plutôt pas mal hein, cet article concernant un peu la tactique mise en place par Mohamed Ouabi. Voilà pour ce match entre le Maroc et Haïti, le Maroc clairement favori. On nous posait la question tout à l'heure entre l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. La Corée du Sud, hein, clairement au-dessus, je pense, malgré leur défaite contre le Mexique, hein. L'Afrique du Sud, c'est une équipe solide physiquement. Votre live a été signalé. Veuillez couper votre live par risque de bannissement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... C'est un vrai truc, ça? Ah, t'es bon, t'es bon. T'as failli m'avoir quand même, t'as failli m'avoir. Mais je suis beaucoup plus malin. Enrée de merde. Bref, l'Afrique du Sud, c'est clairement une équipe de rugbyman beaucoup plus, comment dire, physique que cette équipe coréenne. L'équipe coréenne beaucoup plus technique, on va dire. Mais voilà. Moi, je mettrais clairement la Corée du Sud favorite. On le voit dans les cotes, là aussi, une nouvelle fois. La Corée favori 1,68. L'Afrique du Sud 4,90, voire 5,70 chez certains bookmakers. Donc voilà. Cette équipe coréenne, hein, emmenée par le bon vieux Heung-min Son. On le voit dans les compos. Des joueurs intéressants, hein. Heung-min Son, Lee Kang-in, Lee Jae-song, le joueur de Mayence, qui est-ce qu'on peut noter aussi? Kim Min-jae, le défenseur de la Corée du Sud évidemment, mais du Bayern Munich, Wang In-beom, si je le prononce correctement, milieu de terrain de Feyenoord. Donc voilà, des joueurs plutôt pas mal. Et après, du côté de cette équipe d'Afrique du Sud, encore une fois, les joueurs Apolis, le numéro 7, et Foster, l'attaquant de Burnley, qui peuvent être des armes offensives. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis plus côté Corée. Voilà. République tchèque, Mexique. Le Mexique clairement favori qui a gagné leurs 2 premiers matchs contre l'Afrique du Sud et la Corée. Ils n'ont pas pris un but, il me semble, depuis le début de ce tournoi. Et la Tchéquie, voilà, qui a failli contre l'Afrique du Sud, où ils ont fait seulement un match nul et ils ont perdu contre cette équipe coréenne. On va voir les compos.
Est-ce que Memo Ochoa, pour faire tourner, va bien débuter un match dans cette Coupe du Monde, hein, le gardien de 40 ans qui va mettre fin à sa carrière après cette Coupe du Monde, qui participe à sa 6e aussi Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'en défense centrale, on aura Alvarez Vasquez, Sanchez à droite, Chavez Garcia à gauche. Au milieu de terrain, potentiellement, voir la pépite Gabriel, il me semble. Gonzalo, je sais plus, Mora, le joueur de 17 ans. Plutôt que Gutiérrez, Pineda et Romo. Et en attaque, Sol Jiménez, Vega, Alvarado. On verra quels seront les choix du sélectionneur mexicain. Côté Tchéquie, avec ce 3-5-2 avec Kovar dans les cages, Krejci, Ranak et Holz dans cette défense à 3, Zeleny à gauche, Koufal à droite, Pavel Such, Sadilek, Soyka au milieu de terrain et Lodzek, Patrick Schick devant. Voilà, la Tchéquie, on sait que peut-être, alors ils ont seulement un point pour l'instant, est-ce qu'ils peuvent se qualifier en tant que meilleur troisième ou va-t-il quand même falloir gagner peut-être un deuxième match nul peut les qualifier parmi les meilleurs troisièmes, ou sinon il faudra quand même battre l'un des pays organisateurs de cette Coupe du Monde. Voilà. Comment la Tchéquie pourrait se qualifier en 16e de finale avec seulement un point? Se qualifier pour les playoffs malgré des prestations peu convaincantes, la sélection tchèque garde encore une chance au championnat du monde. Jeudi matin, elle affronte le Mexique et doit idéalement l'emporter. Mais il reste possible qu'une courte défaite face aux favoris locaux suffisent pour accéder à la phase à élimination directe et donc qu'un seul petit point en 3 matchs puisse suffire. Lors du championnat du monde 2022, dans 7 des 8 groupes, les équipes classées 3e ont obtenu 4 points. Mais lors de ce tournoi, la situation pourrait évoluer différemment. Selon les prévisions et les simulateurs, 3 points avec une différence de but légèrement négative pourraient suffire pour accéder aux playoffs. Mais il existe actuellement aussi la possibilité d'une qualification avec un seul point. Les calculs pour la qualification évoluent chaque jour pour que la sélection tchèque accède aux playoffs malgré une défaite contre le Mexique. Il faut désormais que 13 conditions soient réunies. Waouh! Ah ouais, quand même. Ah mais il y a des chances, hein. Parmi les 32 qualifiés, 8 sélections classées 3e seront repêchées. Les 4 moins bonnes seront éliminées à la moitié de la phase de groupe. Il reste possible que des équipes terminent 3e avec un seul point, et dans ce cas, les Tchèques auraient les meilleurs critères de classement. En cas d'égalité de points, la différence de but est prise en compte, puis le nombre de buts marqués, puis le classement du fair play où les Tchèques figurent parmi les meilleurs grâce à un seul carton jaune. Les regards des supporters tchèques se tournent donc, en plus du groupe A, vers les scénarios des groupes E, I, J et L. Wow, après ils nous font groupe par groupe. Alors, groupe A, si les Tchèques ne parviennent pas à prendre un point contre le Mexique et que l'Afrique du Sud s'incline face à la Corée du Sud, la sélection de Koubek terminera 3e avec un seul point, non seulement à cause de la confrontation avec l'Afrique du Sud, mais aussi en comparaison avec les équipes des autres groupes. Il est essentiel que le match tchèque ne se termine pas sur une lourde défaite, mais avec une défaite d'un but pourrait laisser un espoir. Dans ce cas, la sélection nationale aurait une différence de but négative de -2, mais au moins 2 buts inscrits. Il faut que les Tchèques ne perdent pas de plus d'un but. L'Afrique du Sud perde contre la Corée du Sud. Gilberto Mora, voilà, c'est la pépite mexicaine, pardon. Groupe E, à la 3e et 4e place figurent actuellement l'Équateur et Curaçao, chacun avec un point, et tous deux vont affronter les favoris. Si aucun ne s'impose, ils resteront à un point à l'issue de la phase de groupe et la différence de but sera déterminante. Il faut que l'Équateur perde contre l'Allemagne, Curaçao perde contre la Côte d'Ivoire. D'accord. Dans l'un des groupes les plus relevés, le Sénégal est pour l'instant à la traîne. L'une des meilleures équipes africaines va maintenant affronter les Norvégiens. Des Norvégiens déterminés et très efficaces. Si l'interrogation s'incline face aux Vikings, ce qui est arrivé, il leur restera un dernier match piégeux contre l'Irak. Dans ce cas, un match nul serait favorable aux Tchèques. Attends, ça veut dire que si... Allez, la France batte l'Irak, donc ça c'est fait. La Norvège batte le Sénégal, ça c'est fait. L'Irak fasse match nul avec le Sénégal. Putain, si le Sénégal ils font match nul contre l'Irak, c'est hyper triste. Salut à Vincent qui est présent sur le live, t'as des infos pour Nice? Alors là, pour le coup, j'ai pas grand-chose sur l'OGC Nice, comme je l'ai dit en début de live. Laissez-moi prendre des vacances avec l'OGC Nice, on reviendra plus fort. Mi-juillet, début août, quand il y aura la reprise. Là, on essaye de profiter d'un peu de football. Non, mais pour le coup, pour l'instant, j'ai pas vu plus d'infos que ça concernant l'OGC Nice. Donc voilà, si j'en ai, évidemment, que j'en parlerai sur le live.
Ok, groupe J. Pour l'instant, la Jordanie et l'Algérie du groupe n'ont pas encore pris de points et vont s'affronter. Le match entre les gens se termine sur un nul. Ok. Bon. Bref, la Tchéquie a quand même une chance de finir parmi les meilleurs troisièmes avec un seul point. On verra, on verra. Hein. Il y a pas mal de si pour que ça arrive. Voilà, alors, pour ce live, ben, il nous reste quelques minutes, donc on va essayer de voir ce qu'il en est. En tout cas, le Mexicain favori une nouvelle fois contre la Tchéquie. On avait sélectionné 2-3 articles concernant les adjoints qui ont déjà suppléé des sélectionneurs lors d'un match de l'équipe de France. Hein. On passera ça. Après, voilà. Concernant la Coupe du Monde, on avait un article sur Jean-Philippe Mateta. Mais là aussi, je pense qu'on n'ira potentiellement pas dessus. Après, sur les infos Fabrizio Romano, peut-être qu'on passera, on en parlera plus tard du mercato. En ce moment, il n'y a pas trop d'infos, hormis le méga coup de tonnerre concernant Julian Alvarez qui a demandé à quitter l'Atlético Madrid. Le match UNFP, on le rappelle, hein, le groupe UNFP, donc c'est les joueurs qui sont passés par Ligue 1, Ligue 2, je crois que National aussi, et qui sont sans contrat et qui font des matchs contre certaines équipes pour histoire de retrouver un club. Hein. On le voit, des joueurs qu'on a connus en Ligue 1 avec Florentin Pogba, Alexandre Oukidja ou Vincent Cosiello, mais on a des joueurs, vous voyez le groupe affiché sur Twitch, évidemment, les amis, Joseph Lopi, ça me dit quelque chose aussi, Jordan Tell, il me semble que c'est un frère, hein, non de Mathis Tell, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et peut-être qu'on finira quand même, on finira sur l'Olympique de Marseille et le passage à la DNCG. Juste pour vous donner les infos en rapide, Gary O'Neill quitte Strasbourg pour le club d'Ipswich Town. Donc Strasbourg se retrouve sans coach après le départ aussi de Liam Rosenior, on se souvient, à la mi-saison. Aaron Ramsey est le nouveau coach d'Oxford United. Il fera sa première sur un banc pour l'ancien Gunners d'Arsenal et du côté de l'OGC Nice. Donc voilà, vous voulez une info de OGC Nice? L'ancien joueur gallois de l'OGC Nice, Aaron Ramsey, est devenu coach du côté de Oxford United. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce soir, j'ai mis 2-2 Canada-Suisse. Moi, j'ai dit 2-1 victoire de la Suisse. Japon-Suède, c'est chaud en vrai pour le Japon, non? Après, le Japon est incapable de faire des coups, donc un match nul, pourquoi pas? Match nul. Ouais, je dirais bien un match nul. Sachant qu'ils ont pris un sacré score quand même, la Suède, lors du dernier match, donc voilà. En tout cas, on avait quand même une info. Salut à Faisal Ben Ahamada. Bienvenue sur le live. Ça va, ça va très bien. Écoute, hein, on est sur le point de conclure ce live. Donc tu arrives un peu tard, mais n'hésite pas à venir pour la rediffusion, mon ami. Ouais, c'est un signe nul. Mais n'hésite pas, la rediffusion va être publiée d'ici 1 heure sur la chaîne YouTube, donc tu pourras voir ce dont tout on a parlé. Mais si tu as des questions pour cette fin de live, n'hésite pas. Alors, on a quand même un dernier article sur l'équipe de France qui est plutôt intéressant. Zidane, probable futur sélectionneur des Bleus, donc ça c'est pas forcément une nouvelle, mais il pense à Fabien Barthez pour le poste d'entraîneur des gardiens. Ah putain, j'avais pas fait attention qu'on voyait pas mes bandes sur Twitch. Pas grave. Alors que les Bleus sont en pleine Coupe du Monde, Zinedine Zidane, le probable futur sélectionneur, s'active en coulisses pour faire de son ancien coéquipier l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France. C'est une info, Hugo Delhomme et Vincent Duluc qui sont du côté des États-Unis en ce moment. Philippe Diallo traverse jusqu'à présent une Coupe du Monde sereine. Le président de la FFF accompagne les Bleus à chacun de leurs matchs. Une présence aux États-Unis qui n'empêche pas le patron de la fédération qui a choisi publiquement depuis plusieurs semaines de ne plus évoquer le sélectionneur de Didier Deschamps, de se tenir au courant de l'élaboration du staff du prochain élu, Zinedine Zidane, et d'échanger sur l'évolution des négociations avec ses plus proches collaborateurs. La légende des Bleus venue sur le sol américain pour le premier match de son fils Luca, international algérien, n'a pas chômé dans son hôtel new-yorkais. La semaine dernière, au bout du téléphone, ses conseillers, notamment celui de toujours Alain Migliaccio,
L'enjeu brûlant, la FFF souhaite communiquer rapidement après la Coupe du Monde la nouvelle organisation et de dessiner les contours du futur staff. Un élément éclair, ZZ entend repartir d'une feuille blanche avec une volonté de tourner la page de l'ère Deschamps dans tous les secteurs. Dans le sportif et ailleurs, et l'ex-meneur de jeu des Bleus a une idée précise de ce qu'il aimerait conclure à court terme. Un lien fort qui perdure entre les deux hommes. L'idée était audacieuse et rappellerait au quadragénaire une époque dorée. Nommer son ancien coéquipier chez les Bleus, Fabien Barthez, au poste d'entraîneur des gardiens, à la place de Franck Raviot qui accompagne ceux des Bleus et avant ceux des Espoirs depuis 16 ans. Le divin chauve, depuis la fin de sa carrière internationale en 2006, a toujours conservé un lien fort avec Zidane. Ces deux-là, très proches durant leur carrière de joueurs, ont eu l'occasion de se croiser régulièrement dans la réunion des anciens de France 98, mais aussi dans des matchs caritatifs. Encore il y a quelques mois à Marseille, dans le cadre de l'Univers League, l'événement monté par l'un des neveux de Zidane. Le futur sélectionneur des Bleus et Barthez ont échangé ces dernières semaines sur cette idée et l'Ariégeois, qui était déjà la priorité de Laurent Blanc à ce poste en 2012, serait enthousiaste à l'idée d'intégrer le staff avec une génération de joueurs qu'il sait brillante. À la fédération, les négociations sur le futur organigramme se font dans la plus grande discrétion. On se voulait confiant quant à la finalisation du processus au-delà de la symbolique forte avec la réapparition d'une légende du foot français à un poste exposé. La nomination de Barthez, si elle est amenée à se concrétiser dans les prochaines semaines, colle-t-elle avec les besoins actuels de ce poste? Une pige à Toulouse entre 2020 et 2021. La formation des gardiens a beaucoup évolué ces dernières années avec une révolution sur les codes et les attentes du poste. Barthez, dont l'expérience à très haut niveau est exceptionnelle, quelques 600 matchs pro, 87 sélections, a toujours gardé un œil sur l'évolution du rôle de gardien. L'ancien Marseillais a été en outre dans les années 90-2000 l'un des précurseurs dans le développement d'un portier, acteur du jeu, ballon au pied, avec cette faculté à assumer une première relance créative. Ces dernières années, Barthez, installé dans la région toulousaine, est devenu un proche de la famille du nageur Léon Marchand et a déjà eu l'occasion de goûter à un rôle pour encadrer les gardiens. Ok, il est proche de Léon Marchand, mais il a déjà goûté un rôle d'entraîneur de gardien. Quel est le rapport? On a juste une info comme ça. En conseillant ponctuellement les gardiens des Bleus à l'époque Domenech, puis Laurent Blanc, plus récemment pendant plus d'un an de 2020 à 2021, il avait été nommé comme consultant pour les gardiens professionnels et du centre de formation du Toulouse FC. Une pige dont se souviennent les jeunes portiers à l'époque, qui avait plu au champion du monde 98, 20 ans après son départ de Clairefontaine en tant que joueur. Barthez pourrait donc y revenir durablement pour jouer un rôle au milieu des Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser, Lucas Chevalet et bientôt sans doute Ewen Jawen. Zidane et Barthez sur la même photo au château le mois prochain. Les plus nostalgiques et plus sensibles pourraient verser quelques larmes. Est-ce qu'il y avait un péno pour le Ghana ou pas? Ah, là tu me poses une vraie question, Faisal. Je ne sais pas, j'avoue que c'est une vraie question. C'est une vraie question dont je n'ai pas la réponse. J'ai mis victoire du Japon, mais j'avoue. Et ouais, pas facile, hein. Suède-Japon, pas facile à pronostiquer. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. On a fait nos 2 petites heures de live. Potentiellement, on reviendra peut-être cet après-midi, mais c'est pas sûr du tout. Donc restez à l'affût. Et si je reviens en live, c'est sur Twitch exclusivement. Pour ceux qui aiment un peu le gaming, j'y ai réfléchi, mais c'est une possibilité, rien n'est sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur ce live, que ça soit sur Twitch, sur TikTok, comme d'habitude sur TikTok, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc merci à tous, merci pour les cadeaux du côté de Voltematch, merci à tous ceux qui étaient sur le live, qui sont venus discuter, qui ont follow aussi. Merci à tous les nouveaux venus dans la communauté Hattrick. On se retrouve demain 10h midi normalement comme d'habitude pour discuter de l'actualité football. Donc merci à tous, bonne fin de journée, bon appétit aussi et ben on se retrouve demain 10h midi sur TikTok et Twitch. Merci à tous et à demain. Ciao ciao les amis, ciao ciao.